Le travail, c'est la santé, dit-on souvent. J'en ai marre de faire des intros comme ça, Facecam, je vous le dis. J'en ai marre, je suis de plus en plus ridicule, ça marche pas. Le travail, on va parler de travail aujourd'hui. On parle souvent d'économie, on parle souvent de politique budgétaire, on parle de tout un tas de choses. Mais moi, la toute base, je suis communiste, ok. Donc l'exploitation capitaliste, les conditions de travail, l'aliénation des travailleurs dans l'économie capitaliste, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection et c'est aussi un des sujets qui m'a amené à me politiser parce que justement, j'étais dans un travail où je me disais putain, mon travail est inutile, il ne sert à rien, il n'apporte rien à la société, il me prend toutes mes heures dans la journée et je me sens nul à chier, quoi. Je me sens horrible, je me sens déprimé et tout ça, c'est la faute du capitalisme. C'est vraiment ça ce qui m'a amené à me mettre en action politiquement. J'étais déjà politisé avant, mais le moment où je me suis dit putain, j'en ai marre, je vais aller en manif en fait. C'était de par le rapport au travail et l'ennui mortel que j'avais dans des bureaux, avoir l'impression de ne servir à rien et gâcher ma vie à m'ennuyer et à ne servir à rien. Donc moi c'est au cœur de ma politisation. C'est vraiment au cœur de ma politisation. Et figurez-vous que Lumi et Maudit ont une nouvelle émission, elle parle du travail, du rapport au travail, voilà. Ça parle pas juste d'économie, on a React à Argent Magique il y a pas longtemps, qui sont des sujets où ça parle plus de macroéconomie, etc. Et c'est très très intéressant. Mais je trouve que moi, ces derniers temps, j'étais en 2025, hein, cette année, j'étais un peu dans ma fiscalité ERA, et j'ai pas assez parlé à mon goût, justement, de travail à proprement parler. Et quand on parle de politique budgétaire, quand on parle de fiscalité, quand on parle de macroéconomie, généralement, macroéconomie encore c'est un peu différent, on parle pas trop de conditions de travail, de rapport des travailleurs à l'exploitation capitaliste, et moi je trouve que je devrais plus en parler. Et bien figurez-vous qu'il y a une nouvelle émission produite par Blast avec Maudit et Lumi, où on parle précisément de ça. Voilà, travail, votre métier est-il inutile? Point d'interrogation. Oui, donc non, c'était quand j'étais ingénieur en alternance, c'était avant que je sois prof, je m'ennuyais dans un bureau toute la journée, c'était terrible, c'était terrible. Et donc ça a l'air de parler de ce genre de trucs. J'ai tout à fait confiance en Lumi et Maudit pour faire une émission banger. Donc, à voir, quoi. Et vous, votre métier est-il utile? Tiens, on va commencer avec un petit sondage dans le chat. Paul, pensez-vous avoir un métier utile à la société? Oui. Bof. Bof. Pas sûr. Et non. Voilà. Oui, pas sûr et non. Ok, vous avez 2 minutes pour voter. Vous buvez grâce à moi les pochetons? Ah ouais? T'es vigneron? T'es vigneron, poisson? Je suis prof, donc non. Ah, prof, c'est une utilité à la société. Vous pensez que les profs n'ont aucune utilité pour la société? Moi, en prof, j'aurais voté oui. Moi, typiquement, avant d'être prof, justement, c'était pour trouver aussi plus de sens dans mon travail que j'ai quitté mon job d'ingénieur parce que c'était vraiment trop chiant. Ouais, au futur métier. Et pour devenir prof, et c'était plus du tout pareil quand j'étais prof. Alors les conditions de travail quand t'es prof, c'est assez terrible, et parfois j'avais l'impression effectivement d'être un espèce de petit flicaillon qui fait du contrôle social et qui valide les petits bourges qui ont les facilités à l'école et qui tape qui tape d'un point de vue académique, on va dire, sur les enfants de prolo. Parfois, j'avais l'impression d'être dans ce rôle-là. Mais je veux dire, moi, je refuse de résumer l'école uniquement à ça. Il y a une ambivalence dans l'école. L'école n'est pas que ça. C'est une institution disciplinaire, c'est un outil de contrôle social, c'est un outil de légitimation aussi des inégalités par les répercussions sur les études que peuvent avoir les classes sociales. Et ça, je veux dire, j'en suis absolument convaincu. Mais ceci étant dit, on ne peut pas résumer l'école à être que ça. Parfois, c'est plus ça que le reste et c'est bien dommage. Mais à côté de ça, il y a quand même l'instruction qui est faite. C'est quand même l'institution qui apprend à lire et à écrire et à compter aux enfants de ce pays. Voilà. Donc moi, j'estime que c'est pas un métier inutile et dans tous les cas, je trouvais beaucoup plus de sens et ça m'a sorti de cette espèce de dépression du travail, on pourrait appeler ça comme ça, que j'avais en tant qu'ingénieur entre guillemets. Et quand j'étais prof, c'était plus pareil. C'était plus parfois les conditions de travail et tout, c'était chaud, mais quand même, j'avais pas l'impression de servir totalement à rien et en tout cas, je m'ennuyais beaucoup moins et c'était beaucoup plus gratifiant. J'avais l'impression de faire un travail, quoi, tout simplement. Voilà. Ok, donc il y a quand même 50% qui disent qu'ils pensent avoir un métier utile à la société. À peu près un quart, 27% qui dit pas sûr, et un quart du chat qui est en mode genre non, mon métier n'est pas utile à la société. Comme quoi, voilà, il y a quand même un quart du chat qui se dit non, mon métier ne sert à rien. Eh ben, alors ça vous sert à vous, ça vous sert à avoir votre salaire et pouvoir vivre avec, évidemment. Et jamais je jeterai la pierre à quelqu'un qui a un métier qui est inutile pour la société, ou normalement c'est suffisamment difficile comme ça, la vie dans la société capitaliste, le rapport au travail, etc. Défini utile, justement, moi je le définis pas, c'est avant qu'on regarde la vidéo. Là, je pense qu'ils vont définir utile. Mais selon vous, là, d'instinct, qu'est-ce que vous pensez, quoi? Ok, donc 49% ont dit oui, je pense que mon métier est utile. 27% ont dit non, je pense pas sûr, je suis pas sûr que mon métier soit utile. Et 24% ont dit non, moi mon métier n'est pas utile, quoi. Voilà. Votre métier est utile, votre emploi l'est peut-être moins. Intéressant ça, moi je vois même pas ce que tu veux vraiment dire par ça. Après il y a utile, inutile et néfaste. On peut avoir un métier qui est néfaste pour la société aussi. Tout à fait. Bon. Tu pourrais faire le sondage après la vidéo pour voir si les avis changent du coup. Oui, ça serait intéressant de faire ça. Ça serait intéressant de faire ça. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, voilà.
Effectivement, la question de l'utilité du travail, le rapport à son travail, est-ce qu'on a l'impression de servir à la société d'une manière ou d'une autre? Est-ce qu'on peut tirer à côté de ça, du coup, une fierté de son travail, avoir l'impression d'avoir bien travaillé et d'avoir été utile? C'est ultra important, c'est ultra central dans le rapport individuel qu'on a à son propre travail, quoi. Moi, je sais que c'est un truc que j'ai vécu. La sensation d'inutilité, ça m'a quasiment mis en dépression. Voilà, et j'ai changé de taf pour cette raison. Un taf où je me sentais nettement plus utile et c'était nettement mieux. Après, j'ai quand même fini par quitter pour là, maintenant, être streamer. Et là, maintenant, j'ai vraiment un métier absolument exceptionnel. J'ai une chance folle de faire ce métier. C'est trop bien. Merci à tous. Merci à tous pour votre soutien, bien sûr. C'est parti. Bonjour peut-être déjà. Est-ce qu'il sert à quelque chose? J'ai loupé l'intro ou juste l'intro est bizarre, ça commence comme ça? Est-ce que votre travail ouais, est utile? Bonjour peut-être déjà. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Qu'est-ce que vous apportez à la société? Parce Alors c'est le toi, deuxième épisode de l'émission, je n'avais pas vu le premier épisode de l'émission. Voilà, donc je découvre ce format avec vous. Ce qui va être un peu différent des autres formats Blast de ce genre. Est-ce que ça va être vraiment un peu pareil? Je ne sais pas. En tout cas, c'est toujours la même formule un peu. Il y a un duo. Qui présente. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la première fois que c'est un duo féminin dans une émission produite par Blast. À la base, souvent, c'était deux gars ensemble, comme nous à l'Humanité, là, sur journal du Rouge-Brun, qu'on a rien à foutre des femmes et des minorités. Ils ont mis deux hommes blancs petits bourgeois dans Ribot dans l'Huma. Bah super, bravo. Deux hommes blancs petits bourgeois, 6 hétéros de 1m68, quoi. Bah super, avec des tatouages de fleurs sur les bras. Super la diversité à l'Huma. Voilà. Donc là, Blast, du coup, il y a un duo féminin, je crois que c'est la première fois. Non, il n'y avait pas Paloma Moritz et Salomé Saké, mais avec des vidéos en duo, comme ça. Bon, je sais pas, peu importe. Je dis ça, c'est un petit détail, quoi. c'est indispensable peut-être. Bah non, mais c'est pas la question. Attends, parce que Oui, je fais 1m68. Toi aussi, Elias Fusroda, t'es petit? Toi aussi, t'as un PLP gauchiste fragile de 60 kilos tout mouillé d'1m68? Bah, comme quoi, hein. MDA, oui. Bah, écoute, t'es pas mon poulain pour rien. tu vas déjà me remplacer? Non, de toute façon c'est trop tard. Allez, maintenant c'est l'heure de la débauche. Dis-toi Du coup, qu'un jour le j'ai générique. été embauchée. J'aime bien le générique. Donc la débauche, c'est pas pour dire ici c'est la débauche. On va prendre des grosses traces de 3 MMC et boire de la vodie et puis après on sera éclaté. Non, c'est la débauche en mode le contraire de l'embauche, quoi. La débauche, c'est voilà. Pour tenir un plateau avec des verres de vin dessus. Les gens se servaient comme ça. On aurait mis un meuble, ça aurait été pareil. Mais du coup tu parlais pas aux gens. Ah ben non, surtout pas. Ok. Moi un jour j'ai été une caméra de surveillance. Ah. C'est-à-dire qu'il y avait une fausse caméra de surveillance qui surveillait la station-service. Et moi, vraiment c'est moi qui devais regarder. Vous vous souvenez de ça? Ok. Il y a des métiers horribles comme ça, hein. Des métiers où effectivement t'es là en mode quasi déshumanisant quasiment, hein. J'ai été caméra de surveillance. Tu sers d'objet parfois dans des entreprises. Effectivement. De fou. Elles sont des centaines à se lever à l'aube pour nettoyer et désinfecter les chambres des hôpitaux. Les J'ai agents de compté les voitures à un carrefour. Moi, une fois, j'avais fait compteur de voyageurs pour la SNCF. Je l'ai déjà raconté. Une fois, j'avais fait compteur de voyageurs pour la SNCF. C'était assez drôle parce que je me faisais chier toute la journée. Il y avait 2-3 personnes qui descendaient, 2-3 personnes qui montaient. C'était une petite gare, pas de campagne, mais très périurbaine, quoi. Jusqu'au jour, le dernier, je crois que c'était le dernier, j'ai fait ça pendant 3 jours. Et en plus, je devais être là pour le premier train, c'était un peu une galère. Et le dernier jour, qu'est-ce que je vois d'un seul coup? Une centaine de scouts qui descendent du train. Et moi, j'étais là avec mon petit truc pour compter. J'étais en mode genre, qu'est-ce qui se passe là? À chaque fois, dans ma petite fiche que je devais remplir, c'était en mode 5 personnes sont descendues du train dans ce train-là. Et il y a un train où il y avait une anomalie statistique, c'était en mode 97 personnes sont descendues du train. Parce qu'il y a genre une centaine de scouts qui sont descendus en même temps. Et du coup, j'étais en mode genre, énorme! Et j'étais là avec mon petit truc à faire 1, 2, 3, 4, 5. Enfin du divertissement! Voilà. J'ai déjà raconté cette anecdote, mais elle est vraiment marrante, hein. Elle est vraiment marrante. Gribaud, le poinçonneur des lilas. Effectivement. Les scouts de Jeanville. Ah, c'était dans le 78, hein. Mais c'est un coin où il y a souvent des scouts qui descendent, qui viennent de Paris. C'est peut-être ça. Je sais pas exactement. Voilà. Big up à tous mes scouts dans le chat. Sauf si vous êtes scout d'Europe. Ça dégage. Les scouts d'Europe ne sont pas le bienvenu ici, vous vous cassez. Scout unitaire et scout de France, éclaireur de France, vous pouvez. services hospitaliers. Avec la crise du coronavirus, elles sont en première ligne dans cette lutte. C'était en 2020, le confinement avait été mis en place après la... T'as été scout d'Europe, Radiant Crabe? Attends, désolé, je suis obligé de... Je suis obligé... Scout d'Europe, c'est quasiment... C'est des nazis, un peu, hein. C'est bien ça, c'est les scouts d'Europe. Ouais, ça puait la merde. Bah ouais, tu m'étonnes. Eux, c'est des hardcore. Ils font encore en mai ou en juin à Jambeville dans le 78. Bah ça devait être ça, Laurence. Effectivement. Faut le ban. Mais non, mais il a dit ça pue la merde, ça va. Justement, c'est un lanceur d'alerte sur les scouts d'Europe. C'est très bien. Peut-être que tu as une famille un peu d'immense droitard, je ne sais pas.
Pas full nazi partout, mais il y a des tendances. Ouais, permaban, non, bah, il est en train de dénoncer, Ça va, bon, en tout cas, on est d'accord. Hein. Bref, allez. Du coup, je suis pas là, on parle de scout. Souvent, les réacts au sujet blast comme ça, c'est l'occasion de discuter un peu avec le chat, et parfois, je respecte pas la vidéo. Au final, c'est juste just chatting, quoi. Nettoyer, désinfecter les chambres des Allez. hôpitaux, les agents de services hospitaliers. Avec la crise du coronavirus, elles sont en première ligne dans cette lutte. C'était en 2020, le confinement avait été mis en place après l'arrivée du Covid en France. La plupart des gens devaient rester chez eux, mais en parallèle, il y avait des travailleurs obligés de continuer leur besogne, malgré les risques, pour faire tourner le pays, comme on dit. On parlait alors des métiers essentiels, ceux du soin, du transport, de la propreté, etc. Et pour une fois, les Aussi de la distribution, il y a plein de caissiers, caissières, c'était les seuls qui bossaient, quoi. Moi, j'étais à Paris, dans le 18e arrondissement à l'époque, et ouais. Tous les gens que je connaissais, c'était en mode genre, je travaille pas pendant 2 mois, du coup, super, je vais aller chez mes parents pendant 1 mois, pendant tout le confinement, tranquillou, les petits bourges de Paris, n'est-ce pas. À côté de ça, moi, quand j'allais faire mes courses, il y avait des gens qui travaillaient et qui n'avaient pas la possibilité de ne pas travailler, quoi. Et ça, ça a été oublié tellement vite, le moment du Covid, quoi. Toutes ces belles paroles en l'air. Macron qui a quand même dit, genre, il y aura un après-Covid. Effectivement, toutes ces classes populaires, souvent méprisées, alors qu'elles sont essentielles au fonctionnement de la société. Attendez. Nous sommes en guerre contre le Covid. Tous ces métiers essentiels, ces Françaises et ces Français qui font tourner l'économie du pays, qui travaillent encore durant cette grande crise. Votre vote ne sera pas un blanc-seing. Tout ça pour ça, hein. Tout ça pour ça, Macron. Va te faire foutre, allez, hop là, je le dis. médias se sont intéressés à eux. D'un coup, ils se sont rappelés qu'il y avait des travailleurs indispensables. En pleine crise sanitaire, leur travail souvent déconsidéré retrouve de l'importance auprès des habitants. Applaudissements, encouragements, mots laissés sur les poubelles. Et oui, les soignants, les éboueurs, les caissières, pour une fois, ils étaient visibles. On leur a donné un petit peu de reconnaissance. Une reconnaissance symbolique seulement, parce que ça reste des professions qui sont les plus précaires et les moins valorisées socialement. Même Macron, il a été obligé de le dire. Les larmes aux yeux, souvenez-vous. Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd'hui, tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Moi, c'est ce que je dis toujours. Alors pour les récompenser et changer cette situation injuste, J'arrête avec mon VTubing. Mais oui, c'est ça, mais c'est vraiment en mode... va falloir augmenter les salaires des caissiers et des caissières. Mais nique ta mère, menteur, enfoiré de menteur. qu'est-ce qu'il a fait pour eux? La réforme des retraites. Oui, c'est ça, c'est la phrase que Ruffin avait appris par cœur, elle a ressaté tout le temps. Il disait, je cite, Macron, il a quand même dit ça au moment du Covid. Où est-ce qu'elles sont la revalorisation des métiers en tension? Ouais. Bref, sans ces travailleurs, la société serait carrément invivable. Imaginez qu'il n'y ait personne pour vous soigner, personne pour ramasser vos déchets, personne pour cultiver la nourriture, etc. Pendant le confinement, les cadres, ils étaient en télétravail et personne n'a remarqué leur absence. Bah oui, parce que si on revient à l'essentiel, on n'a pas besoin de responsables marketing, de lobbyistes, de chief happiness officer. Mais pas de patron? Oui, les développeurs en télétravail qui font 50% du chat de Ribot dans la sauce, qui sont payés à écouter des gauchistes clowns, leur faire des blagues dans les oreilles en faisant semblant de faire quelques lignes de code, là, en programmation orientée objet. Est-ce que vous êtes vraiment utile à la société, vous? Bah, déjà un peu plus qu'un chief happiness officer, hein. Non, parce que les développeurs, vous êtes quand même des travailleurs, vous produisez quelque chose, quoi. Voilà. Oui, vous êtes là, mais vous êtes vraiment beaucoup dans le chat. Non, mais à côté de tous ces développeurs en télétravail non sub à la chaîne, je suis désolé, mais je suis obligé de dire quelque chose. Ça va, vous gagnez mieux vos vies que moi, lâchez votre sub, abonnez-vous là, les développeurs en télétravail, wesh. Vous êtes sérieux, vraiment, vous gagnez quoi, 2000 nets par mois minimum, quoi. Vous êtes à 2500, 3000 nets par mois, vous avez un 13e mois, vous grattez les couilles toute la journée. J'exagère un peu. Quand même, les devs, là, les devs. Vous gagnez au moins comme un prof agrégé. Plus. Vous gagnez plus que ça. 3000 euros. Non, mais attendez. Le nombre de... Là, le chat, il défile super vite. Le nombre de développeurs en télétravail qui gagnent plus de 2000 euros par mois. Lâchez au moins, prenez votre sub pour vous. Laissez-vous en renouvellement automatique. Que je puisse au moins gagner à peu près comme vous, un de ces quatre, quoi. 1850 euros par mois? Ok, bon, là, ça va. Mettez en début de carrière, alors. Non, pas 3000. Entre 2000 et 3000, on va dire, quoi. Bref. Mais qui va créer de l'emploi? Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire être utile? Utile pour qui? Pour la société? Pour le bien commun? Pour le patron? Merci Jujoumouz. Oui, tu as raison. Voilà. Je suis développeur et je suis une merde privilégiée. Non, mais dis pas que tu es une merde, c'est bien. C'est bien. Mais merci beaucoup pour le sub en tout cas. Voilà, n'hésitez pas. Les développeurs en télétravail ou en présentiel. Voilà. Du dev en présentiel, t'as 1550 nets. Ah ouais. Bon bah, not all développeurs. Voilà. Pour
pour les actionnaires. Est-ce que nous, là, voter dans nos fauteuils, à déblatérer, est-ce qu'on est utile? Bah oui, quand même, parce qu'on parle d'un sujet important qui a complètement été abandonné par les partis politiques. Eh ben c'est super que tu te sentes utile, ma petite, mais est-ce que tu crées de la valeur, hein? Aujourd'hui, on va avoir une thématique qui va vous... C'est marrant, ça marche bien l'audio parce que du coup elles se parlent plus entre elles et c'est ce qu'il y a un côté un peu débat et tout. Genre, le format c'est le format un peu classique Blast, mais un petit peu différent. J'aime bien. Et oui, le métier utile. Après, qu'est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile économiquement, si on ça crée de la valeur, c'est ce dont on va parler, ou est-ce que il y a d'autres trucs qui sont utiles, même si d'un point de vue capitalistique, ça semble ne pas être spécialement utile. Tous les métiers du care, etc., par exemple, qui ne créent pas de valeur, pourtant elles ont une vraie utilité sociale, quoi. Vraiment. Et donc, bah voilà, quoi. Si on pensait l'économie, et même on pensait les rémunérations en fonction de l'utilité sociale réelle des travailleurs, au lieu de la plus-value qu'ils peuvent créer pour les entreprises, et ben on vivrait dans un monde très, très, très différent, quoi. Parce que quelque part, je suis certain que vous l'évoquez assez régulièrement. Comment se transformer pour créer de la valeur? Non mais attends, mais là t'es en train de nous montrer une formation pour dirigeants d'entreprise, alors que l'utilité c'est pas forcément lié à l'argent. Regarde, c'est la sociologue Marie-Anne Dujarier qui en parle. Évidemment, ce qui Wow. est utile à un actionnaire n'est pas forcément utile à un salarié, et inversement, ou à un dirigeant. Bah oui, parce que se sentir utile en tant que travailleur au quotidien, c'est avoir l'impression de bien faire ses tâches, que ça serve à quelque chose, pas de savoir combien ça rapporte. Tu penses qu'on rapporte combien à Je ne Blast? sais pas ce que c'est que le super profit. Au moment où je me pose pour remercier le sub qui dit je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit, ça pose les questions qui dérangent. Blast gagne-t-il beaucoup d'argent sur le dos des travailleurs du stream et des travailleurs du YouTube? Attendez, j'appelle Denis Robert. Ah, j'ai pas son numéro. Attendez, j'appelle Denis Robert. Oui? Ah, il rapporte beaucoup d'argent. Ça rapporte beaucoup d'argent. Ribot est-il à l'humain? Bah alors. Non, c'est à peu près neutre, hein. Vu qu'il y a des VOD qui ont très très bien marché. Il y a une VOD qui a fait 60 000 vues sur une vidéo d'1h20, ça a rapporté à peu près 270 €, qui est ce qui me paye pour une émission. Donc en vrai, moi ça va. Je leur coûte pas vraiment d'argent au final. Donc ça va, moi j'ai même une utilité presque capitalistique pour l'humain. Voilà. Bref. Merci en tout cas pour le sub, merci beaucoup Ranira. Attendez. Non. Ranirana 0000 pour les 3 mois d'avance. Énorme, merci beaucoup. Bref. Je sais pas, en vérité, le modèle économique de Blast, c'est pas vraiment de faire du profit sur le dos des boîtes de prod qu'ils utilisent, quoi. Blast, les vidéos sont même pas monétisées sur YouTube, quoi. Le but, c'est, je pense, d'être à peu près à l'équilibre budgétaire chez Blast pour diffuser un maximum de contenu. J'imagine que c'est plus ça leur modèle économique, quoi. Voilà. Le concept d'utilité dans le champ des sciences sociales a été d'une certaine manière préempté par les économistes qui ont réduit la notion d'utilité à une valeur économique. Or, on voit bien qu'il y a un divorce évident entre la production de valeur économique et la... Ça doit quoi, 2 fois plus que les pigistes? Non, bah, c'est des missions à préparer, plus à faire, et qui durent 3 heures à chaque fois. Donc, moi, j'ai proposé mon salaire à l'UMA, ils ont dit, bon, c'est à peu près les tarots dans le milieu, ça nous paraît bien. Hop là, bah écoutez, voilà, désolé. Désolé si je suis un peu une marque qui fait cliquer et qui vend, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, hein, c'est le jeu du capitalisme. la production d'utilité. Le tour de force qui s'opère sous le capitalisme, il porte avant tout sur le langage. Il consiste à nous faire croire que l'important, c'est la croissance à tout prix, la rentabilité, à tel point que quand on entend parler d'utilité dans la bouche des dirigeants d'entreprise, on fait même pas attention au fait que eux se considèrent forcément comme utiles et essentiels. Pourtant, on les a pas beaucoup vus pendant le confinement. Dominique Méda, sociologue spécialiste du travail, explique que la hiérarchie des rémunérations, le fait qu'une assistante maternelle soit moins bien payée qu'un publicitaire par exemple, eh ben ça c'est une violence économique et sociale. Et on nous apprend que c'est normal, presque naturel, alors que c'est le résultat d'un rapport de force. Si les prolos restent sous-payés, c'est parce qu'ils perdent la lutte des classes. Oui, mais pas que. Qui occupe les boulots les plus précaires? Les femmes et les personnes immigrées. Oui. Le racisme et le patriarcat. Alors, les femmes immigrées, j'en parle même pas, hein. Voilà. De toute façon, il suffit d'aller dans n'importe quelle entreprise. C'est un truc que tu vois, mais que tu vois de tes yeux, quoi. C'est même pas, il y a besoin de faire des. Tu vas dans n'importe quelle entreprise où c'est des cadres qui bossent dans des bureaux, qui gagnent assez bien leur vie. Alors après, bon, il y a peut-être des gens dans les bureaux qui gagnent pas si bien que leur vie que ça, quoi. Qui gagnent le salaire en dessous du salaire médian ou quoi que ce soit, quoi. Mais vous allez dans un bureau, une boîte, dans l'industrie où c'est des cadres, principalement qui bossent dans des bureaux. La division racialisée du travail, tu la vois, elle te saute aux yeux, quoi. T'es là, t'as des
hommes blancs d'une 50aine d'années avec des chemises qui gagnent bien leur vie. Et à côté de ça, t'as des femmes noires, typiquement, ou des femmes arabes, quoi, des femmes racisées, qui gagnent un SMIC pour nettoyer les bureaux, quoi. Et ça, c'est un truc que tu le vois instantanément, quoi. C'est l'exemple un peu classique. Mais là, tu la vois, cette division racialisée du travail en France, quoi. Évidemment. Ça pèse énormément dans la hiérarchie des salaires. On peut voir également dans l'actuelle hiérarchie des salaires le résultat d'un double mouvement de délégation et de déconsidération du sale boulot. Des métiers qui exigent le contact avec des déchets. Femme immigrée qui bosse dans un bureau en clutch, en cadre, clutch. Tu parles de toi, Zella ? Bah ouais. C'est pour ça, hein. Not all femmes immigrées, évidemment. Je suis pas en train de dire toutes les femmes noires de ce pays sont femmes de ménage. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en tout cas, voilà, évidemment, il y a une surreprésentation des femmes immigrées ou descendants d'immigrés, genre dans les femmes de ménage, typiquement. Voilà. En région parisienne, en tout cas, c'est évident. C'est évident, quoi. Enfin, quand tu prends le premier train à 5h du mat, parfois, tu vas dans les wagons, les gens qui vont travailler, bah ouais, c'est ça les profils. Hein. De la souillure, des excréments, agents d'entretien, aide à domicile, etc. Mais aussi qui suppose des conditions de travail physiquement très dures, ouvriers de la manutention, du bâtiment, des industries agroalimentaires. Le fait que ces métiers soient le plus souvent exercés par des personnes étrangères ou issues de... Il faut grand remplacer les vieux hommes blancs dans les bureaux. Tout à fait. Bah moi, je bossais dans un bureau, je suis un homme blanc, cis hétéro, petit bourgeois. Et du coup, je me suis barré de ces bureaux-là, donc je laisse de la place aux autres. Et maintenant, voilà, moi je suis sur Twitch, donc j'ai laissé ma place. Je me fais grand remplacer avec grand plaisir. De l'immigration n'est pas sans lien avec leur sous-rémunération. Les chercheuses Rachel Silveira et Séverine Lemierre expliquent pourquoi les professions, qui sont principalement occupées par les femmes, sont si mal rémunérées. On pense aux métiers du soin, à l'éducation, à l'aide à domicile, au nettoyage, etc. Ces métiers sont désignés comme peu qualifiés car les compétences et les techniques spécifiques utilisées pour ces travaux sont considérées comme naturelles pour les femmes. Comme les métiers du soin, les aides à domicile, par exemple, sont majoritairement des femmes. Elles sont absolument indispensables, le seront de plus en plus, et elles ont souvent des conditions d'emploi insoutenables. Sur cette journée de 10 heures, passée en dehors de chez elle, Sophie ne sera payée que 5 heures. Sophie déjeune à 17 heures. Ce sera son seul repas de la journée. On ne peut pas forcément faire 2 repas à chaque fois. Pourquoi ? Parce que financièrement, avec la conjoncture actuelle, c'est compliqué. L'augmentation des prix. Heureusement que je travaille. Pendant ce temps-là, les managers... Ça, c'est désolant, quoi. C'est juste la honte, on te fout, quoi. Personne qui travaille à temps plein, qui a pas assez d'argent pour faire 2 repas par jour. Wesh, moi, ça m'arrive de sauter des repas parce que je stream comme un couillon jusqu'à 15h et je suis en mode merde, j'ai oublié de manger. Mais c'est pas une histoire d'argent, quoi. C'est honteux, hein, vraiment. Vraiment. Alors, il y avait un message intéressant, la Charlie Toucourt, qui disait tout le monde est à l'aise avec le champ lexical de l'utilité appliqué à l'humain. Là, c'est plutôt à l'utilité pour la société, quoi. Je veux dire, c'est pas vraiment à l'humain, c'est plus le travail. Un travail est-il utile pour la société ? C'est pas cet humain est-il utile dans la société ? Je veux dire, quand on parle de ça, ça veut pas dire qu'on part du principe que l'improductif, celui qui ne travaille pas, est un fardeau pour la société. Voilà. Mais un métier, en tout cas, peut avoir une utilité pour la société dans son intégralité, quoi. Voilà. Ou les publicitaires, ils se nourrissent bien, eux, ils se salissent pas les mains. Pourtant, leur boulot, il sert à quoi, à part à nourrir le capital ? Écoutez ce qu'en dit la philosophe Céline Marty. Ces fonctions de production, comme la publicité, le marketing, la stimulation constante de nos désirs pour nous faire consommer plus, c'est des fonctions de production qui bénéficient au capital. Comment on va faire pour lutter contre le capital, pour se passer de ces fonctions de production qui ne servent qu'à valoriser le capital ? Et puis on devrait aussi se poser la question. Je vais lâcher un sub dans la journée. Bah, c'est le dernier réact, donc là, c'est maintenant ou jamais, Master IRL. Hein. Let's go, c'est d'ici la fin de la vidéo, sinon tu pourras pas lâcher de sub, après je vais couper. Hein. Du temps qu'on y consacre. Ouais. Parce que imaginez si demain, on ne gardait que les métiers réellement utiles et qu'on les répartisse entre tous ceux qui sont en capacité de le faire. Non mais... Attends, répète pour voir, ça avait l'air bien ton truc. Attends. T'as dit quoi, là ? Et puis on devrait aussi se poser la question du temps qu'on y consacre. Parce que imaginez si demain on ne gardait que les métiers réellement utiles et qu'on les répartisse entre tous ceux qui sont en capacité de le faire. C'est un peu l'idée du communisme, hein, mais ça reste entre nous. Non mais ça va pas, mais on aurait beaucoup trop de temps libre qu'on pourrait consacrer mais à des choses inutiles. S'occuper des enfants, passer du temps avec ses proches, faire de la culture, faire de la politique. Mais ça serait horrible. Et oui, en réalité, pourquoi vouloir nous forcer à travailler ? Wesh, il se passe quoi ? J'ai Windows qui vient m'agresser en plein écran là. J'ai jamais vu ça. Pardon. Toujours plus. Pourquoi monopoliser notre temps ? C'est une forme de contrôle. Ça nous affaiblit de notre rôle démocratique. Ça nous dépossède de notre pouvoir d'organisation, de décision. En parallèle, persécuter les improductifs, c'est aussi un choix politique. C'est aussi ça qui nous empêche déjà de prendre du temps pour
penser à la politique, tout simplement. Ce rythme métro-boulot-dodo, il est épuisant. Il donne l'impression que la politique, c'est pas pour nous, que c'est pour les professionnels. On délègue notre pouvoir de représentation politique parce qu'on n'a pas le temps, l'énergie de le faire nous-mêmes. Oui. Et parce qu'on nous donne pas le temps et l'énergie de le faire nous-mêmes. Bah oui, si on est maintenu occupé et qu'on est épuisé, ça nous laisse beaucoup moins de temps pour nous intéresser à la politique, au syndicalisme, à la lutte, et ça arrange bien les capitalistes. Oui, tout à fait. J'avais lu un article là-dessus qui était vraiment bien. Alors, c'est un article de Bégodeau, hein, malgré les récentes polémiques, mais peu importe. C'est un article de Bégodeau pour Le Monde Diplo qu'il avait écrit il y a super longtemps, où il disait ça. Il disait, bah, c'est malheureux. Enfin, je sais plus exactement comment il le disait, mais il était en mode, c'est toujours des espèces de petits bourgeois qui ont le temps et le confort pour pouvoir penser la politique, qui se retrouvent à être des militants ou à être ceux qui ont la parole en tout cas, parce qu'effectivement, il y a plein de prolos qui aimeraient s'intéresser à la politique, qui sont concernés par la politique, qui se sentent concernés en tout cas dans leur chair par comment ils subissent le système, et qui au final sont en mode genre, je n'ai pas la force et le courage de faire ça, c'est pas possible, quoi. Donc ça, c'est un sujet qui revient très très souvent à gauche, quoi. Merci Yeriflo, merci beaucoup pour ton prime. La chercheuse Christine Erel explique en partie pourquoi on crée autant de postes inutiles. Et c'est pour ça que parfois, justement, tu as certains métiers qui sont représentés dans des organisations, quoi. Je sais que sur Lutte ouvrière, qu'on salue, souvent il y a des blagues sur Lutte ouvrière en mode c'est un parti de profs, le parti des travailleurs, il y a que des profs là-dedans. Bah, en fait, quand tu as les vacances scolaires, je dis pas, prof c'est un métier fatigant, mais quand tu commences à avoir l'expérience derrière toi, que tu es prof depuis 10 piges, etc., c'est un métier fatigant, mais c'est un métier où juste la manière d'organiser le rythme, ça veut dire qu'il y a des moments où c'est vraiment très très grosse semaine, très très lourde quand t'es prof, mais t'as aussi d'autres moments de vacances scolaires. Si t'arrives à t'organiser, tu peux te dégager du temps pour une activité militante en réalité. Ça peut s'y prêter, prof. Ce qui veut pas dire que c'est un métier de feignant, mais ça peut s'y prêter dans la manière dont le rapport au temps en fait qu'il y a quand on est prof, notamment le rythme scolaire, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a certaines professions, certains trucs qui sont un petit peu représentés parfois dans les milieux militants. Typiquement la blague, il y a que des profs à lutte ouvrière, bah oui, mais effectivement quand t'es ouvrier qui se casse le dos à l'usine, je sais pas quoi, c'est un peu compliqué. Alors après, on me force à tous mes profs, hein. Pas d'accord, Louvi? Je sais pas. Alors après, faut pas tomber dans le discours inverse de dire bah, c'est bon, c'est normal que les prolos ils s'intéressent pas à la politique. Parfois il y a un peu un débat comme ça aussi, enfin pas un débat comme ça qui soit en mode genre je veux dire, faut pas tomber dans l'autre excès en disant on ne peut pas s'intéresser à la politique quand on a certains métiers. C'est pas vrai aussi. Et parfois il y a des gens il y a aussi un truc où on doit se faire un petit peu violence parfois pour se mettre en action et militer. Et c'est pas facile tous les jours, quoi. Il y a plein de gens qui sont des gros prolos exploités et qui militent à donf, quoi. Évidemment que ça existe. Et au contraire, il faut aussi parfois dire c'est bien et ça serait bien de le faire au maximum, quoi. Voilà, faut ni culpabiliser les gens qui ne militent pas, même si c'est des prolos, mais il faut aussi comprendre qu'il y a plein de gens qui sont noyés sous le travail et dans leur vie qui, oui, ne militeront pas. Il ne faut pas leur jeter l'eau propre, n'est-ce pas? Voilà. Je suis prof, ça fait 15 ans, j'arrive pas à dégager du temps. Ça dépend peut-être du domaine dans l'enseignement. Ah oui, tu disais ça par rapport à ça. Alors moi, j'ai été prof pendant 4 ans. Hein. Je tiens à le dire, c'était pas pour balancer une balle aux profs, mais il y a, genre, typiquement, la porte-parole de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, est prof. Elle est elle-même prof, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et force à tous les profs du chat, quoi. Ah, ton élémentaire aussi, oui, je pensais plus aux profs du secondaire. Effectivement, quand je disais prof, je pensais plus aux profs du secondaire. Les profs en primaire, souvent, sont encore plus débordés. On en parle souvent moins et moins bien payés, donc ouais. En rappelant que nous valorisons le travail pour lui-même. On détache la valeur sociale et la valeur monétaire et qu'on ne sera reconnu qu'en passant par la souffrance au travail. Il y a plein de gens qui ne bossent pas. Il faut les forcer à aller travailler. Bon, ce que nous dit Darmanin... Forcer à aller travailler, quoi. Oh là là. Et s'il n'y a pas de travail, tu fais comment pour aller forcer des gens à aller travailler quand structurellement, il y a moins d'offres d'emploi que de gens en recherche d'emploi? Non, là, ça fait partie de la On famille. les tue à ce moment-là, hein, voilà. Hein. Une fois qu'il y aura plus de travail, tout le travail sera pris et qu'il restera 5% de chômeurs en France, bah du coup on tue les 5% restants, quoi. Et après on les encercle et après on les tape. Darmanin, ça se passe de commentaires. Néolibéral, c'est la fameuse valeur travail. Il faut travailler pour travailler, peu importe ce que tu fais, peu importe si ça a du sens, l'important c'est de se mettre au boulot. Il y a un paradoxe, c'est que voilà, la valeur travail peut amener en fait à faire n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quelle condition. Pour ceux qui veulent à tout prix nous mettre au travail, l'utilité est d'abord liée à la productivité. Il faut produire des richesses. Dont tu ne verras jamais la couleur en plus. Et oui, ça c'est la fameuse phrase que les libéraux ils disent tout le temps. Oh, moi je suis pour partager. Moi je suis pour le partage des richesses. Je suis pour la redistribution. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais avant de repartager les richesses, il faut quand même les créer. C'est pour ça que je donne des centaines de milliards d'euros à des multinationales tous les ans. Pour qu'ils créent de la richesse et après on pourra les repartager. Ce n'est pas le ruissellement, ça n'a rien à voir. Je préfère appeler ça les premiers de cordée, exactement. Jalasti dans le chat, un macroniste hors pair.
qu'on salue. N'hésitez pas à offrir un sub à Jalasti dans le chat. Et si vous ne le faites pas pour lui, faites-le pour moi, faites-le pour la République, faites-le pour la France. Voilà. Heureusement, des militants, des syndicalistes, des chercheurs et même des économistes demandent de nouveaux indicateurs. C'est le cas par exemple de la sociologue Dominique Méda dont on vous parlait tout à l'heure, qui elle souligne que l'utilité est toujours perçue comme individuelle, jamais collective. Elle pense qu'il serait plus juste de voir l'utilité d'un point de vue social. Ça permettrait de prendre en considération plein de choses, comme l'empreinte carbone ou l'entretien du lien social. À côté de tout ça, il y a aussi beaucoup de travail inutile à la société, voire même nuisible, et c'est assez dingue quand on y pense. Combien de métiers sont nocifs pour la santé, pour le tissu social? Je ne sais pas ce que c'est que le super Merci Madame Machin pour le savoir faire à Jalasti. Énorme. Merci beaucoup. Oui, et parfois parmi les métiers les mieux payés, t'as les métiers les plus nocifs pour la société. Parce que t'as des métiers qui sont tellement nocifs pour la société qu'il faut vraiment être le dernier des capitalistes assoiffés de sang, sans foi ni loi pour oser les faire. Et donc du coup, c'est en mode genre, on galère à trouver des RH spécialisés dans les plans de licenciement. C'est un métier que peu de gens veulent faire. Et donc du coup, comme c'est un métier que peu de gens veulent faire, c'est un profil qui est assez rare. C'est ce qu'on appelle ça des killers dans le milieu des ressources humaines. Et c'est en mode, c'est des gens qui sont très très bien payés pour faire des plans de licenciement et se barrer de la boîte après. C'est des métiers où ils sont officiellement là pour faire le mal. Et du coup, on est en mode genre, c'est bien, c'est un métier courageux, peu de gens veulent le faire. Du coup, c'est valorisé, quoi. Et parce que, évidemment, ça rapporte plein d'argent à une entreprise de faire des plans de licenciement. Et donc, la personne qui va orchestrer et encaisser sur ses épaules les plans de licenciement, ce type de DRH embauché exprès pour gérer ces plans-là, ils sont bien payés, du coup. Ils sont bien payés. Et c'est là, tu vois, à quel point le système marche sur la tête. Marche sur la tête. Pour l'écologie, déjà rien que le gestionnaire de patrimoine, son job c'est de nous priver d'argent public. Oui. Et tous ces boulots là qui sont dédiés à la communication des marques, on n'en peut plus. À quoi je sers? Est-ce que ce job apporte du bonheur aux gens? Est-ce que créer des sites publicitaires m'épanouit pleinement? Est-ce que si mon métier disparaît un jour, quelqu'un va s'en rendre compte? Ah bah oui, on va s'en rendre. Attendez, du coup là, selon ce truc-là, apporter du bonheur aux gens, c'est de l'utilité sociale et c'est utile. Alors du coup, est-ce que je fais un métier utile, moi? Sondage. Sondage. Est-ce que je vous apporte du bonheur? Oui, petit cœur. Pas trop. Certainement pas. Vous avez 2 minutes pour voter. Rendre compte, oui, parce qu'on aura enfin la paix. Mais non, mais en vrai, plus sérieusement, là je dis ça pour moi, mais plus sérieusement, oui, c'est pour ça que les artistes, par exemple, ou les acteurs de la culture, ils sont utiles socialement. Alors même que quand il y a des politiques budgétaires et des réductions de dépenses publiques, le domaine de la culture et de l'art, c'est toujours celui qui va trinquer en premier parce qu'on se dit, c'est pas essentiel. On peut vivre sans art, on peut vivre sans culture, on peut vivre sans intermittent du spectacle gauchiste pull-apiste, payé à sonoriser des concerts de rap, ou je sais pas quoi. Voilà. Et alors qu'en réalité, il y a une vraie utilité sociale. Un monde sans art et sans culture, c'est la mort de l'humanité. Et je le dis très 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 sérieusement, quoi. Donc typiquement, quand on prend le rôle des artistes dans la société, c'est économiquement pas évident. D'un point de vue capitalistique, on va dire, le seul artiste qui est vraiment utile à la société, ça serait celui qui crée de la valeur, ça serait celui qui vend, qui enrichit sa boîte de production, ça serait celui qui enrichit sa maison de disques. Ça laisse qu'une toute petite partie des artistes en vérité, qui aurait une utilité sociale d'un point de vue capitalistique. Mais quand on regarde du point de vue de l'intérêt général, de l'utilité sociale réelle, les artistes sont essentiels à avoir une société humaine en fait, tout simplement. Donc oui, effectivement, apporter du bonheur, c'est important. Il y a 67% du chat qui estiment que je leur apporte du bonheur. Trop bien. Pas trop, 23%, et seuls 10% disent certainement pas. C'est les haters, ça, c'est les rageux. C'est les gens qui viennent uniquement pour uniquement pour avoir des informations sur l'actualité, uniquement pour avoir des articles Mediapart, parce qu'ils n'ont pas l'abonnement et qu'ils veulent lire les articles Mediapart. Du coup, ils viennent en mode genre, il me saoule Ribot, je l'aime pas. Il me tend ce gars-là, mais j'avoue, j'aime bien ses revues de presse. Bref, moi aussi je vous aime. Moi en tout cas, je tiens à vous dire, le chat, vous m'apportez du bonheur. Voilà. Bon allez, bref. Pouvoir respirer un petit peu. Non mais attends, essaye d'avoir un peu d'empathie avec le témoignage. Est-ce que j'ai payé une école de commerce à 30 000 € pour envoyer des mails? Non mais elle s'attendait à quoi en fait? Ah tu vois, t'as déjà perdu ton empathie. Oui, ok, alors il y a plein de gens qui souffrent d'avoir des métiers inutiles ou nuisibles. Vous connaissez peut-être le concept du bullshit job. C'est une idée développée par l'anthropologue David Graeber et qui a eu un certain succès. Un bullshit job, en gros, boulot à la... Alors ça, c'est le genre de truc où parmi les gens qui utilisent le terme bullshit job, il n'y a qu'une infime petite partie qui ont réellement lu le livre. Vous voyez? Mais en tout cas, le terme bullshit job, ça a vraiment très très bien marché.
Ça a marqué les esprits. Il y a plein de gens qui sont du bullshit job. Ah ben c'est ça, on parle de moi, c'est incroyable. Il y a un mot précis pour parler de mon job de merde où je m'ennuie dans un bureau, ça servira à rien. Ah, il y a des gens qui l'ont lu, évidemment, THFSI. Mais je veux dire, en tout cas, la force du terme bullshit job, il y a une puissance derrière ce terme. Il y a énormément de gens qui l'ont repris à leur compte pour dire bah oui, je fais un bullshit job, quoi. Et après, peu importe le contenu du livre, quasiment. Mais simplement le signifiant bullshit job, je sais pas si c'est le bon terme, c'est un truc un peu d'intellectuel de parler de signifiant. Ça n'a pas marché, ça n'a pas été repris par tant de gens à l'international. Pour aucune raison, quoi. C'est qu'il y a pas de gens qui sont reconnus dans ce concept de bullshit job. Mais il y en a qui disent que le livre est pas terrible, comme Onibaku les gris dans le chat qui dit que c'est un livre de merde. Je sais pas, moi je l'ai pas lu, mais en tout cas le terme bullshit job, ça a eu écho dans le cœur d'énormément de travailleurs dans notre société, quoi. Et c'est normal, c'est normal. Salut Krone, comment ça va? T'as eu une pub? Ah merde. N'hésitez pas à offrir un sub à Krone, bien sûr, à 7 Krone pour les intimes. C'est un travail qui n'a aucun sens, soit parce qu'il ne sert à rien, soit parce que les employés n'ont rien à faire. Alors juste, voilà, pourquoi il a pas aimé le livre Onibaku? N'oubliez pas qu'Onibaku c'est un marxiste rabougri. Donc voilà, lui, genre ça va pas assez parler du rapport à l'appareil de production, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ils sont où les analyses économiques des rapports sociaux fétichisés de la marchandise là? Il est pourri là, c'est un livre de droitard. Je pense que c'est un peu pour ça. Ses conclusions sont à la limite du complotisme? Non, je sais pas. Bref. Soit parce qu'il ne sert à rien, soit parce que les employés n'ont rien à faire. I define a bullshit job as one where even the person doing the job can't really justify its existence. If that person believes that if the job did not exist, it would make no difference at all, or the world might be a slightly better place. C'est super que ce concept soit devenu populaire, mais il a pas mal d'angles morts. Oui, Graber, finalement. Ah, c'est Onibaku qui avait raison. Bah oui, il a des angles morts. Merci. Là, je parle à la place de Onibaku parce qu'on a déjà parlé de ce bouquin avec Onibaku. Et voilà. Il y a des méchants capitalistes qui nous occupent juste parce que faut nous faire travailler et ça n'a pas d'intérêt dans le capitalisme. Bah oui, ok. Donc pour toi, c'est un petit peu bon. Le constat et l'utilisation du terme bullshit job, c'est intéressant, mais derrière, ça va pas très très loin, quoi. C'est un peu la critique que tu as à faire. Et sa définition pue la merde. Ok. Bon, bah voyons voir ce que. Il a juste survolé la question de l'utilité au travail, et puis surtout, il n'a pas fait de terrain. En revanche, nous en France, on a un bouquin solide sur le sujet. Ça s'appelle Boulot de merde du cireur au trader, enquête sur l'utilité et la nuisance sociale des métiers. Dans ce livre Boulot de merde, les auteurs Olivier. Je veux dire que c'est quand même autre chose que David Graeber. Hein. Les Américains, les intellectuels américains, à côté de nos bons intellectuels de gauche français, ils valent pas un gramme, hein, moi je vous le dis. Voilà. Siran et Julien Brigaud, qui sont journalistes et reporters, se sont appuyés sur une étude britannique de 2009 commandée par la New Economics Foundation qui compare la valeur sociale des métiers avec leur rémunération. Dans cette enquête, on parle de retour social sur investissement et ça explique que les métiers précaires rapportent beaucoup plus de valeur que la majorité des métiers bien rémunérés. Un exemple qui revient souvent, c'est la comparaison entre une infirmière mal rémunérée et un publicitaire qui se fait un max de fric. L'infirmière réalise un travail essentiel, indispensable. Et même si on veut penser rentabilité, son travail permet d'éviter énormément de problèmes de société et donc de réaliser des économies. Le publicitaire, lui, il va apporter quoi à la société? Rien. La publicité, c'est... Pour moi, c'est vraiment des pires trucs qui existent, la publicité. Il y a des gens qui aiment bien les publicités. Il y a des pages en mode genre « Regardez cette publicité légendaire de Coca-Cola en 1997, un chef-d'œuvre de la publicité ». Moi, je trouve que les gens qui s'intéressent premier degré à la publicité radio, la publicité télé, comme étant des objets artistiques un peu intéressants, etc., etc. Bon, après, il y a des réalisateurs, des techniciens, des gens qui bossent sur des pubs. On peut dire « La pub est bien faite, la pub est mal faite ». Il y a des pubs que moi je trouve bien faites, même esthétiquement par exemple. Ouais, les trucs genre culture pub et tout. Mais je veux dire, prendre la publicité comme un objet artistique avant tout, ça me déprime. Moi, ça me déprime sa mère. Ce qui veut pas dire qu'il peut y avoir des idées intéressantes dans certaines pubs, d'un point de vue purement artistique et audiovisuel, on va dire. Mais je veux dire, la pub, par essence, c'est pas de l'art. Il y a des trucs artistiques dans les pubs, mais la pub, par essence, c'est de la merde. C'est un truc qui est fait pour te grignoter le cerveau, aller jusqu'à ton inconscient, ton subconscient et dire « bois du Coca-Cola ». Et après, ça est là, et ça te met des slogans de... Quand t'étais petit, t'as 7 ans, t'as vu une pub à la télé, et à 31 ans, t'as encore le putain de slogan dans la tête, et t'es là à avoir une musique de merde, de publicité dans la tête, 20 ans après l'avoir entendu, parce que tu t'es fait ronger le crâne par le capitalisme. Je trouve ça insupportable. Je déteste, par principe, la publicité. Et du coup, ceux qui voient dans la publicité un objet artistique, je trouve ça déprimant. Voilà, c'est mon avis sur la pub. Merci beaucoup, David Chase, C13H21NO3, pour ton 9e mois d'abonnement. Merci beaucoup. D'utile. La pub Bonduelle, si Juva bien, Juvamine. Des trucs, on les a en tête toute notre vie. On se fait matrixer la gueule, quoi. Voilà.
Je sais pas, je vais SFR pour les musiques. Voilà, ou pareil, ils prennent des musiques qui sont des musiques très très bien, et après c'est obligatoirement associé à leur marque de merde. Electric Light Orchestra, c'est ça, c'est Electric Light Orchestra qui est associé à la pub SFR là, le lo 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 lo. C'est une musique bien à la base. C'est une musique bien. Moi, il y a un morceau que j'adore de Led Zeppelin, Whole Lotta Love, un de leurs grands classiques, qui est exceptionnel. Et maintenant, c'est la pub de la musique de la pub pour je sais pas quoi là, la pub de parfum de merde quoi. Alors que non, Whole Lotta Love, c'est stylé de fou. Hein. Merci Bilouane, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Incroyable quoi. Moondog pour une banque. Oh, mais il y a trop de trucs comme ça. Moi j'adore le morceau Don't Stop Till You Get Enough de Michael Jackson. J'adore ce morceau, je le trouve trop bien. Il est ultra disco, musicalement c'est un banger, puis j'aime bien les paroles. Il me met bien ce morceau. Et si vous connaissez pas ce morceau, eh ben vous connaissez ce morceau. C'est la musique de l'euro million. Le truc qui fait. C'est associé maintenant dans l'inconscient collectif du français moyen à euro million, tu deviens millionnaire. C'est l'auto. Je crois que c'était euro million quoi. Alors que ce morceau c'est un immense banger quoi. Immense banger. Give up. Ah non, Don't Stop Till You Get Enough. J'aime bien même les paroles et tout, ça me donne la niaque. Bref. Voilà. Hein. Après, la pub m'a permis de connaître la valse numéro 2 de Shostakovich. Ça équilibre un peu. Oui, peut-être. Oui, les wou pour les experts, exactement. Bah, après, c'est pas une publicité, quoi. Mais bref. Donc, effectivement, la pub, bah, c'est de la merde. Et le fait que les grands publicitaires soient pétés d'oseille parce qu'ils rapportent beaucoup d'argent indirectement à des entreprises, moi, je trouve ça moche. Je trouve ça moche d'un point de vue presque même pas esthétique, mais parce que c'est les spots de pub, c'est comme des créatifs. D'ailleurs, dans le milieu de la pub, on appelle ça les créatifs, ceux qui font les spots de pub. Pas ceux qui se disent on devrait faire telle pub, dans quel angle quoi. Mais les artistes, on va dire, qui travaillent dans la publicité pour faire les spots de pub à la fin. T'as des réalisateurs, t'as des directeurs de la photographie, t'as tout un tas de gens. On appelle ça un peu les créatifs quoi. Et moi, justement, d'un point de vue créativité, rapport à la créativité, la simple existence de la pub, ça me déprime. Ça me déprime en fait. Qu'on mette autant de moyens, d'argent et de gens qui sont probablement talentueux par ailleurs, juste pour faire des pubs de merde qui à la fin sont toujours plus ou moins gaze, ça me déprime au plus haut point quoi. Voilà. Voire même des dépenses et des choses néfastes. Ouais, 99 francs. Relire 99 francs ou le regarder. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais voilà. Tom Waits fait des procès pour ceux qui tentent d'utiliser sa musique dans la pub. Bah voilà ce qu'il faut faire. Anecdote, j'ai raconté souvent, mais vous connaissez peut-être le groupe Dead Kennedys, le groupe du chanteur Jello Biafra avec d'autres gars. D'ailleurs, j'ai un truc de Jello Biafra juste ici, d'un autre groupe qu'il a fait qui s'appelle Jello Biafra and the Guantanamo School of Medicine. J'ai la flemme de le décrocher, donc je vais le prendre en photo. C'est une sérigraphie, elle est trop belle. Je l'ai acheté au Hellfest il y a très longtemps. À l'époque où j'étais nazi, Non. J'étais déjà de gauche quand j'ai fait le Hellfest, vous inquiétez pas. Hop. Donc Jello Biafra, le chanteur de Dead Kennedys, c'est un groupe de punk hardcore californien. Et lui, c'est un immense gauchiste. Non, lisez pas du Bec BD. Oui, en vrai, je disais ça pour rigoler, quoi. Mais c'est juste, 99 francs parle de tout ça, quoi. Et bref, Jello Biafra, c'est le chanteur de Dead Kennedys, et c'était un peu le leader de Dead Kennedys. Et leur groupe a commencé à avoir beaucoup de succès au début des années 80. Et sachant que c'est un groupe de punk hardcore et que Jello Biafra, c'est un immense gauchiste. Vraiment, il est archi basé. Et voilà, je vous montre là ce que j'ai juste à côté. Elle est trop belle cette sérigraphie. C'est pour une tournée qu'il faisait, un concert qu'il faisait au Glazart à Paris, c'est écrit juste là. J'aime trop. Voilà, je l'ai juste ici sur le mur. Oui, voilà, ils ont un morceau qui s'appelle Nazi Punks Fuck Off, pour dire c'est vraiment un groupe très très politisé. Et à un moment donné, victime de leur succès, il y a une grande marque américaine qui s'appelle Levi's, les fameux jeans Levi's, qui les ont contactés en mode genre, on aimerait bien utiliser votre morceau pour notre pub pour les jeans Levi's. Et il y a un gros chèque à la clé. Et du coup, tous les membres du groupe, ils sont en mode genre, quand même l'argent, waouh. L'argent et puis même un peu le prestige, quoi. Notre pub est utilisée pour Levi's, cette grande marque de jeans. C'était quoi? C'était California Overalls, le morceau en question? Je sais plus exactement. Je sais pas s'il a été utilisé à la fin dans la pub. Mais en tout cas, tous les membres du groupe étaient pour, sauf Jello Biafra, le plus gros gauchiste de la bande. Et Jello Biafra a dit, si vous faites ça, moi je me casse du groupe. Et du coup, le groupe a dit oui, on vend notre musique à la pub. Et Jello Biafra a fait, allez vous faire foutre. Il s'est barré du groupe. Il a fait d'autres projets musicaux après, sachant qu'à un moment donné, il s'était présenté à la mairie de San Francisco, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un vrai activiste, militant, etc. quoi. Voilà. Tout ça pour dire que, il y a des artistes qui refusent que leur musique soit récupérée pour aller vendre par le grand capital dans des publicités. Et Jello Biafra, trop stylé. Ou avec The Decline en première partie, j'ai vu un concert de cette tournée à Brest. Ah ouais, c'est pas haut. Moi, j'ai même pas vu, j'ai jamais vu le concert de Jello Biafra.
Mais comme j'adore Dead Kennedys, et je l'avais acheté au Hellfest, où j'avais d'ailleurs un t-shirt Dead Kennedys pour ce Hellfest-là, et faut que je l'ai fait qu'une fois. Et du coup, je trouvais l'affiche trop belle, je me suis dit, allez, j'en prends une. C'était bien du coup? Je pense que c'était bien. Oui, c'est un écolo Biafra. Jello Biafra, ouais. Bon, bref. Tout ça pour dire que nique la pub et vive l'art. Voilà. Et vive Puisqu'il Jello pousse Biafra. à la surconsommation, relaie des clichés, génère des frustrations et pollue nos espaces. Si le travail de l'infirmière disparaît, on est bien dans la merde. Alors que si le travail du publicitaire il disparaît, ce serait bénéfique pour tout le monde. Et il y en a plein des comme ça. Le trader, comme son cousin conseiller en défiscalisation ou gestionnaire de patrimoine, c'est quelqu'un qui détruit... Attends, je suis d'accord, mais Ribot dans la sauce, tu m'expliques comment faire connaître un événement culturel sans des personnes en charge de la com. Alors c'est de la com, c'est pas de la publicité à proprement parler. Les gens qui font la com pour des festivals et tout, c'est pas des publicitaires, tu vois. C'est deux métiers qui sont quand même différents. Je dis pas, il faut arrêter d'avoir des créatifs qui font des spots de communication pour des trucs. De la même manière qu'un spot de prévention à la télé, je mets pas ça dans la case publicité, c'est pas la même chose. Même si parfois c'est chiant, quoi. Mais faire des campagnes, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, ça peut ressembler un peu à de la publicité, parce que c'est des spots, mais de prévention, pas publicitaire. Et ça, il n'y a aucun souci avec ça. Je suis pas pour arrêter de faire des genres de dépêches, d'informations, les pubs pour les pièces de théâtre dans le métro à Paris, j'ai pas de souci avec ça. Est-ce que c'est vraiment des pubs? Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà. La valeur sociale, qui exerce une activité nuisible. Comment tu fais la diff alors? Tu regardes économiquement à quoi ça sert, quoi. Voilà. Je sais pas. Bon, bref. À la collectivité. Et ça peut aller très loin. Il y a des mecs, leur job consiste à empêcher les autres de bien faire leur travail. Et dites-vous que c'est ça qu'on nous présente comme le meilleur système, le plus optimisé. Les métiers reconnus, appréciés, utiles à la collectivité se dégradent du fait de la prolifération de statuts dérogatoires au Code du travail, du fait de l'externalisation, du fait de méthodes de management qui font la chasse au gaspillage, au temps mort, à tout ce qui n'est pas considéré comme productif ou rentable. Et par conséquent, ces métiers-là se dégradent. Un exemple de job utile pour la collectivité et dans lequel les conditions de travail se dégradent, c'est le métier de postier. Vous avez sûrement tous vu passer le fait que maintenant, prendre des nouvelles des personnes âgées, c'est un service payant de la Poste. C'est... Quoi? C'est quoi ça? J'avais pas cette info. C'est quoi cette horreur? C'est ce monde-là dans lequel on vit? Waouh! Attendez, fin mai, la Poste a lancé un nouveau service baptisé Veiller sur mes parents. L'idée, des visites régulières pour aider les personnes âgées à conserver un lien social et les rassurer, avance la Poste. Seul petit bémol, pour s'affranchir de ce service, il faut débourser 19,90 € par mois pour une visite par semaine à 139 € par mois pour 6 visites par semaine. Ce service, désormais payant, se faisait gratuitement par les facteurs. Sur la toile, on crie au scandale. C'est chaud. C'est en 2017. Ah, c'est pour ça, c'était il y a longtemps. C'est pour ça que j'ai pas suivi. Ouais, alors que normalement, justement, en fait, il y a des trucs de sociabilité qui se font naturellement parce que, voilà, les humains vivent en société, tout simplement. Donc, typiquement, la petite dame vieille qui vit toute seule chez elle, tous les jours, il y a son facteur qui vient livrer courriel, elle est en mode genre, ah, bonjour, vous allez bien? Ah, et vos enfants, ils vont bien? Et voilà, quoi. C'est pas d'être un être humain en réalité. C'est juste être un être humain. Et ça, normalement, c'est pas un truc qui est monnayable. Cette sociabilité-là, elle se fait naturellement en fait, parce qu'on vit en société, tout simplement. Et que le facteur, le postier, fait partie de la société, et que la vieille dame qui habite toute seule chez elle fait partie de la société. Et du coup, il y a des moments de rencontre et de sociabilité à travers ça. C'est tellement basique ce que je raconte, c'est vraiment le truc le plus basique de la Terre ce que je suis en train de raconter, mais c'est déjà presque une take tellement on vit dans un enfer capitaliste, quoi. Et là c'est en mode, les postiers ils ont plus le temps de faire ça, parce que les postiers doivent être plus rentables par la Poste, il y a eu cette ouverture à la concurrence, maintenant il y a Chronopost, UPS, machin, la Poste, etc. Donc les postiers ils sont en concurrence un peu les uns avec les autres, et ils doivent poster un maximum de lettres pour être le plus rentable possible. Et du coup, ils ont pas le temps de prendre 5 minutes pour discuter avec la petite mamie qui vit toute seule chez elle, quoi. Et donc du coup ça devient un service payant, c'est vraiment... Mais quand tu vois ça, t'es en mode genre, mais d'où on fait pas la révolution bolchevique demain, là, tout de suite, maintenant? Genre, waouh, moi ça me radicalise de prendre des trucs comme ça. De toute façon, contrairement à tous les moments où je parle d'économie, de politique fiscale, etc., quand il y a des sujets qui parlent du travail et du rapport au travail, à chaque fois, c'est les moments où vous me voyez le plus en mode genre, le plus radicalisé, quoi, le plus communiste révolutionnaire, c'est vraiment ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que moi je suis content qu'il y ait cette émission de Blast qui a été lancée, parce que voilà, là on parle vraiment de rapport au travail et c'est essentiel. C'est vraiment essentiel comme sujet. C'est un service payant de la Poste. C'est fini de prendre le café avec Papy René, qui est bien gentil et qui a pris l'habitude de te filer 2-3 tomates de son potager. Non, là, tout est millimétré. Le temps compte à la minute près. C'est le cas aussi dans des filiales de la Poste qui font appel à des sous-traitants comme Chronopost, le service de livraison de colis. Écoutez ce qu'en dit Thibaut, le livreur, dans un reportage. De toute façon, le petit vieux veut plus parler au facteur depuis qu'il est arabe? Pas sûr, forcément. Ça, pas sûr. Pas sûr.
Souvent, parfois, le racisme des vieux et tout ce qui sont devant CNews toute la journée. Et typiquement un truc qui pourrait faire, on va dire, reculer le racisme chez les vieux, bah, s'il y avait plein de postiers noirs et arabes issus de l'immigration, mais qui étaient dans des bonnes conditions de travail, qui pouvaient avoir le temps de discuter et participer à la vie sociale de la ville, etc., et bah, les petites vieilles coincées devant CNews se diraient « Oh, mais non, mais mon postier, bah, il est noir, il est très gentil, moi j'ai pas de soucis, je suis pas raciste. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est dit un peu maladroitement, mais justement, ça peut créer des formes de sociabilité, aussi parfois qui sont intergénérationnelles ou interraciales, j'aime pas beaucoup ce mot du coup, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est plutôt oui, mais mon facteur, c'est pas pareil. Aussi. Mais créer de la sociabilité et de la diversité dans plein de villages, c'est un truc qui fonctionne. Pour moi, c'est presque la clé, justement, pour arrêter que les Français périurbains, ils soient en mode des gros racelards, quoi. Voilà, moi, c'est un truc que je raconte souvent, mais dans la ville où j'ai grandi, où il y a quand même beaucoup de votes RN au premier tour, les seules personnes qui ont ramené un nouveau lieu de sociabilité dans la ville, et bah, c'est la petite supérette tenue par des rebeux qui a ouvert dans la ville, quoi. Et du coup, bah, c'est cool. Ils sont archi bien intégrés dans la vie du village. C'est stylé. Et pourtant, c'est un village qui a voté 42% RN au premier tour, quoi. Là où j'ai grandi. Donc voilà, il y a eu des articles en mode avec des trucs de centres d'accueil pour migrants qui au final tout le monde était en mode genre levée de bouclier, c'est pas possible. Et puis au bout d'un an, 2 ans, quand ils sont moutus, ils se disent bah ouais non, il y a pas de souci en fait quoi. Vous voyez? Oui voilà, interracial, ça fait un peu catégorie porno, c'est connoté par rapport à ça. Donc voilà, ouais les facteurs. Oui les facteurs dans les interactions interraciales on connaît. Oui là c'est pour ça, je l'ai dit maladroitement. Mais bref, vous avez vu où je voulais en venir quoi. Vous avez vu où je voulais en venir. Justement, le capitalisme, l'hyper-individualisme capitaliste, en fait, va aller tuer des formes de sociabilité où il pourrait y avoir du vivre ensemble, de la mixité sociale, à même de dégonfler tout ce racisme de la part des classes périurbaines, quoi. Vous voyez. Reportage pour M6. J'ai 41 C'est ça que je voulais colis dire. Voilà. à déposer. Lui, il m'en rend presque autant et il nous paye qu'un colis. Tout ça pour un, quoi. Normal? Bah, je pense pas. Je trouve pas. En général, il se fait plus engueuler qu'autre chose. Il gêne pour... Ouais, c'est ce que vous disiez, ouais. Quand il se gare... Voilà. Il n'a pas le choix. Bah, il n'a pas le choix. Dans ce reportage, on voit que la plupart des livreurs n'ont même plus de points sur leur permis. Bah oui, les cadences sont tellement infernales qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de respecter le code de la route. Oui, mais ça quand même, c'est dramatique. On oblige les gens à être dans l'illégalité pour engraisser une boîte qui, elle, est tout à fait légale et tout à fait légitime, quoi. C'est quand même fou. Hein. Moi, je sais qu'une fois, j'avais croisé un livreur dans une petite camionnette. C'était pas la poste, hein, ça devait être un truc genre Chronopost ou je sais pas quoi. Et le mec s'était arrêté pour me demander un feu. Il était en mode genre, il était ultra tendu sa mère. Il m'a vu, je suis mis une roulée. Il était en mode genre, hey, il a baissé sa vitre. Il était en mode genre, t'as un feu et tout. Et le gars, il était en train de se rouler. Alors, je dis, c'est pas bien de faire ça. Hein. Mais le mec, il était en train de se rouler un joint. Et il était en mode, bah, je vais fumer mon joint en conduisant. Il était habitué, c'était probablement un gros fumeur de shit, vous voyez quoi. Mais le mec, il était en mode, genre, je vais péter un câble. Là, la cadence, je vais vriller, j'ai besoin de fumer un joint. Je vais vriller, je vais faire un accident, en fait, quoi. J'étais en mode, genre, waouh, c'est chaud. Et ça veut tout dire, quoi. Ça veut tout dire. Il y a actuellement des gens qui, pour pouvoir continuer à travailler, alors qu'ils conduisent et que c'est leur métier, ils sont en mode, les cadences font que je vais péter un câble et du coup ils se retrouvent à fumer un joint sur leurs heures de travail pour se calmer, quoi. C'est dramatique. Et c'est pas dramatique en mode genre, regardez ce sale fumeur de joint va mettre la France en danger. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est les conditions de travail qui ont mené à l'interaction que j'ai eue. Et j'étais en mode genre, waouh. Je fais mon taf en me droguant, disait Isha. Bah ouais, voilà. C'est grave. Hein. C'est grave. Et il crée des accidents. Je me suis fait percuter par une portière de livreur en speed. Ah merde, j'arrive pas à lire. Qui m'avait pas vu à vélo. Bah ouais. Hein. Ah ouais. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Merci Liette Bod pour ton 6e mois d'abonnement, dont 4 mois consécutifs. Merci beaucoup. Des conditions. Je taffe à côté d'un entrepôt Amazon. Il y a eu un accident mortel l'année dernière. Bah ouais, voilà. De travail dans ces métiers utiles socialement, bah, ça met pas seulement en danger les travailleurs, ça met en danger les gens autour aussi. Peut-être, mais chercher à optimiser des quotas plutôt que de prendre soin des gens, figure-toi que c'est un métier aussi. Ah, bah moi j'aurais dit que c'était une activité néfaste réalisée par des ordures. Des cadres maudits, des cadres, des planeurs même. Des métiers que moi après j'ai appelés... Bien, en tout cas, je découvre le format là, c'est un peu plus dynamique derrière la caméra. C'est pas le format de présentateurs derrière une table, il y avait plus d'interaction, un peu de mise en scène, du mouvement et tout. C'est très sympa. C'est le format Blast un peu classique, mais un petit peu, voyez, avec un petit twist. J'aime bien. Des planeurs, hein, c'est-à-dire des cadres qui, dans les entreprises, sont très éloignés des lieux de la production, de la fabrication, et qui sont payés pour penser en plan, des optimisations, hein, donc soit de réduction des coûts, soit d'accroissement du marché. Ça concerne le privé, mais aussi le public. Penser en plan pour accroître le marché, pendant qu'il y a des gens qui crèvent à l'hôpital public. Mais ces gens, ils dorment la nuit ? Bah oui, puisqu'ils vont pas sur le terrain.
On fermait des lits d'hôpitaux, on disait la santé ça doit être rentable. Et beaucoup de chefs de service à l'hôpital étaient transformés en gestionnaires de rapports Excel et n'étaient plus des soignants. Je connais beaucoup de chefs de service qui ont quelquefois même arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus s'être transformés en ce qu'ils n'étaient pas. En fait, tout ça est lié à l'essor dans les années 80. Là, on parlait de la poste, des livraisons de colis. Alors bon, force à tous mes livreurs de colis. Évidemment, c'est un métier qui est horrible, où t'es turbo-exploité avec des cadences infernales. Les gens qui bossent dans des entrepôts Amazon, t'es en mode genre, waouh, c'est pas une vie, quoi. Le rapport à l'exploitation, il est désastreux, mais bon, on parle de livrer des colis. Je veux dire, à la limite, les colis sont pas livrés, les colis sont livrés. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Quand on parle de l'hôpital public et qu'on parle de la santé, qu'on parle des retraités, ce genre de choses, là, ce genre de sujet, ça devient tout de suite encore beaucoup plus dark et qu'on est encore plus au cœur de l'inhumanité du capitalisme. Pareil pour les crèches, voilà, ce genre de truc. Où là, vraiment, c'est s'occuper d'enfants en bas âge, s'occuper de personnes âgées, soigner des gens qui ont des vies entre les mains, qui sont soumis à ces cadences infernales et à cet objectif de rentabilité. Déjà, pour la poste, ça fait mal au cœur, et on en parlait, des postiers qui faisaient aussi un peu du care avec les personnes âgées, la sociabilité, la vie du village, machin bidule. Mais là, quand on parle de l'hôpital et des soins, c'est à pleurer. C'est vraiment à pleurer, quoi. Et très bonne vidéo de la PADU avec Dr Zoé sur la marchandisation du soin. Bah elle, pour le coup, elle est archi calée et basée sur ce terrain-là, puisque elle est médecin, elle connaît très bien. Elle a une vraie critique de tout ça, de la médecine généraliste et des logiques de rentabilité à l'hôpital là-dessus, ouais, de fou. Faudrait que je l'invite un de ces quatre pour en parler. Je voulais l'inviter pour le Z-Event parce que c'était sur la santé. Quand j'avais fait le Z-Event, je voulais inviter Zoé pour discuter de tout ça, des problématiques de santé en France. En France et à l'international, quoi, parce que c'était en lien avec le sujet du Z-Event, ça aurait permis de repolitiser un petit peu l'événement, et au final elle n'était pas dispo, elle a dû annuler parce que ça préparait très fort le 12 septembre à l'époque, le 12 septembre c'est ça, voilà, le 10 septembre pardon, la manif là, bref, voilà. La mutation et la logistique ça reste indispensable, Ribot, sans cela tout s'arrête, même l'hôpital. Ah non mais oui, je sais bien, mais ce que je veux dire c'est que l'hôpital public, t'es au cœur de ça et tu vois vraiment des images de gens malades où on est obligé de mal s'occuper d'eux, quoi. Vaut mieux, parce qu'à côté de ça, il y a le truc classique là pour les livraisons. Les gens qui se plaignent en mode genre, mais ils font n'importe quoi avec mes colis, ils l'ont balancé je sais pas où, tout est cassé à l'intérieur. C'est ça les conséquences aussi, pas principalement, mais c'est les conséquences de les logiques de rentabilité et d'exploitation à outrance appliquées à des livreurs. À la fin, il y a des colis cassés. Alors parfois, il y a des accidents de la route et tout, je dis pas. Mais quand on applique cette logique-là à l'hôpital public, je trouve que c'est encore plus, ça prend encore plus aux tripes de voir ça, c'est encore plus révoltant, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Mais bon, c'est le même mécanisme derrière, quoi. Du nouveau management public, une importation des techniques de management du... Ça pareil, c'est le sujet, je m'intéressais pas mal à une époque. New Public Management, Margaret Thatcher, tout ça. Il y a quelques années, quand je commençais à me politiser fort, j'étais vraiment sur ces sujets-là à fond. Arrêté parce qu'ils ne pouvaient plus s'être transformés en ce qu'ils n'étaient pas. En fait, tout ça est lié à l'essor dans les années 90 du nouveau management public, une importation des techniques de management du privé dans le public. Vous couplez tout ça à une libéralisation, une marchandisation et une privatisation des services publics, comme l'explique la sociologue Nadège Vézina dans son ouvrage Le service public empêché, et là, vous obtenez des travailleurs qui ont l'impression qu'on sabote leur travail, que plus rien ne fait sens. Parce qu'un paradoxe aujourd'hui, c'est que généralement les femmes et les hommes qui vont vers le service public, c'est précisément pour se sentir utiles, et que paradoxalement, ces professionnels, bien souvent, du fait de cet encadrement par des dispositifs de gestion, sont empêchés d'être utiles, empêchés de faire leur métier. Bon, mais pour mieux saisir le danger des techniques d'optimisation des services publics blindés d'indicateurs, le mieux c'est peut-être de prendre un exemple concret. Tiens, là on a le travail d'une psychologue sociale, Pascale Molinier, qui parle des soins en personnes âgées. Dans un établissement hospitalier. Alors, Molinier, à pas confondre avec Agnès Verdier-Molinier, qui est une espèce d'ultra-libérale totalement zinzin qui veut tout privatiser. En tout cas, psychologie sociale mentioned. Il y en a qui font de la psychologie sociale, qui ont fait des études en psychologie sociale dans le chat, ou pas? Ou genre en master en psychologie sociale ou ce genre de choses. Il y en a ou pas? Question. Parce que moi, je connais très bien quelqu'un qui a fait de la psychologie, qui a un master en psychologie sociale. C'est Germaine Fourchette, figurez-vous. Voilà. Elle a fait un master en psychologie sociale à Nanterre et après, maintenant, elle est psychologue scolaire chez les petits en primaire. Voilà. On dit psy-EN en réalité, mais c'est pareil. Niveau licence. Ok. Oui, il y en a. Oui, je regarde régulièrement Fulloscopie. Fulloscopie, c'est de la psychologie sociale qu'il fait. Sauf que lui, il est en mode genre, maintenant, j'ai quasiment inventé mon propre truc plus précis d'étude des comportements dans les foules, mais en vérité, à la base, c'est un mec qui fait de la psychologie sociale. Tout à fait. C'est cool la psychologie sociale, c'est super intéressant. Parmi les différentes branches de la psychologie, moi, je trouve que c'est la plus basée, parce que du coup, c'est social et ça prend les groupes, etc. À partir du recueil des plaintes des familles, a été compté le nombre de prothèses dentaires ou auditives perdues qui coûtaient très cher aux assurances de l'établissement.
La direction s'en est tenue à une description comptable assortie de menaces, de sanctions, sans réfléchir aux raisons pour lesquelles les prothèses des personnes âgées partaient dans les draps, les alaises en papier, les protections urinaires, etc. Les patients et les patientes ont donc été hospitalisés sans yeux, sans oreilles et sans dents, ce qui se passe de commentaires. Là où la direction aurait pu se servir de l'indicateur prothèse perdue comme entrée en matière pour chercher à comprendre ce qui n'allait pas du côté du travail, on ne l'a pas fait. Le travail a été ignoré, non reconnu dans ses difficultés. Après l'action des soignantes, l'indicateur est bon, mais la qualité de vie des patientes s'est dégradée. Non mais t'imagines Ça me fait penser au premier sujet qu'on a traité aujourd'hui sur la politique budgétaire italienne. C'est un peu la même logique, c'est que quand tu as uniquement une approche comptable des choses, à un moment donné, ce qu'en pâtit, c'est le réel et l'activité économique. Donc ça, c'était pour la politique budgétaire italienne. C'est comme ils sont en mode juste, il faut réduire le déficit, tout ça, il y a juste des ajustements comptables pour réduire le déficit. Si ça se fait au détriment de l'activité économique italienne, ils s'en battent les couilles parce qu'ils ont une vision purement gestionnaire. Vous voyez, là, c'est un peu l'idée aussi. Ils ont une vision purement gestionnaire. Donc ils se disent, c'est bon, nos indicateurs, ça marche, on perd pas trop d'argent, tatata, c'est bon. Et après, le travail, les conditions de travail et le résultat du travail ne comptent même pas là-dedans, quoi. Ne comptent même pas là-dedans. Donc on peut aussi rapprocher ça le problème de l'approche purement comptable. Et c'est pas valable que pour ce sujet-là, quoi. Voilà. Il faut toujours des contre-indicateurs. Exemple ici, satisfaction des patients. Bah ouais, en même temps, pour décider d'une politique, entre guillemets, là c'est à l'échelle d'une boîte, mais c'est un peu pareil. Je veux dire, tout va dépendre des indicateurs que tu choisis, quoi. Quand tu choisis uniquement les indicateurs classiques des libéraux, en économie, typiquement, la croissance, le déficit, le machin bidule, je veux dire, il y a un angle mort qui est la vie des citoyens. Vous voyez ? Et bah là, c'est pareil. Les indicateurs qui prennent, c'est ce que les indicateurs qui profitent économiquement à l'entreprise. Et donc, du coup, le travail effectué, le résultat du travail effectué, c'est un angle mort. Alors, ça devrait être le principal dans une entreprise. Le truc le plus important, ça serait quel travail on fait, dans quelles conditions et quel est le résultat de ce travail. C'est ça qui devrait compter dans une entreprise. Ça paraît évident ce que je dis. Et ben en fait, le système capitaliste et cette vision purement comptable du travail, finalement, et de l'activité économique, fait que le travail devient un angle mort. C'est fou, quoi. C'est fou. Quand on y réfléchit comme ça, on se dit, mais putain, mais ce monde-là n'a aucun putain de sens, quoi. Voulu faire soignant pour prendre Voilà, soin. une entreprise, ça sert à faire des dividendes, ça sert à faire du profit. C'est tout. Le reste, c'est des externalités négatives, quasiment, quoi. Voilà. Moi, c'est ça de base qui m'a rendu communiste, hein. Je vous le dis très clairement, hein. Je suis en mode, mais on vit dans un monde débile économiquement. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là ? Attendez, c'est complètement con. Ça marche pas. Ça fonctionne pas, cette société capitaliste dans laquelle on vit, économiquement. C'est absurde, ça n'a pas putain de sens. Ça n'a aucun putain de sens. Qu'est-ce qui reste alors ? Comment on pourra améliorer les choses ? Voilà. Et tu te retrouves à les laisser malentendants volontairement. C'est l'horreur. Bon, depuis tout à l'heure, on vous parle des cadres, des managers, des planeurs, en vous disant que c'est en partie de leur faute si les conditions de travail se dégradent. Mais ils en pensent quoi, eux ? C'est quoi leur vision de l'utilité ? Pourquoi est-ce qu'ils se pensent aussi indispensables et méritants ? Votre métier de manager est particulièrement difficile parce que votre travail de manager, c'est exactement de faire travailler les autres. Bah ça va du coup, non ? Ça a pas l'air d'être le pire. Non mais c'est en mode, c'est utile parce qu'un travailleur tout seul, il produit le travail d'un homme. Un chef d'équipe qui dirige 20 personnes, il est utile à hauteur de 20 êtres humains. Il est 20 fois plus utile, car il dirige 20 travailleurs. Ça va être ça ? Ça va être ça l'argumentaire ? Le chef d'entreprise qui a 200 employés sous ses ordres, sa valeur dans l'économie est de 200 personnes, là où un seul employé, c'est une seule personne. C'est ça ? Ça va être ça l'idée ? Ou pas ? Eh bien, je vais vous dire, les autres, travailler, ils préféreraient pas. Genre sans eux, les gens ils travailleraient pas, c'est ça ? Ok, Ils ouais, se laisseraient voilà, mourir ça, sur leur canapé en mangeant des chips. Si t'es responsable d'une équipe de 20 personnes, à partir du moment où tu bosses pas, les autres ne vont pas bosser aussi. Donc du coup, effectivement, c'est grâce à toi que tout le monde travaille, quoi. Oh là là. Et quand le manager il est en congé payé, il est malade, il vient pas une semaine, la boîte s'arrête ? Non mais ça va. Ah ouais ? Ça va. Mais un jour des chips, il n'y en aura plus. Qui c'est qui va cultiver les patates ? Qui c'est qui va les mettre en sachet ? Qui c'est qui va les vendre ? Non, c'est trop grave. Sur les managers, on va tous mourir de faim. Attends. Je crois que t'es pas prête pour la suite, là. Vous savez, au fond, gardien d'esclaves, ça devait pas non plus être drôle tous les jours. Oui, mais manager, c'est quand même beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que tu peux pas les fouetter, donc t'es obligé d'y aller en douceur. Parce que justement, ce ne sont pas des esclaves. Ouais, voilà. Ce sont des salariés. Autrement dit, le fouet fait défaut. Littéralement ce que j'ai dit. Mais c'est qui ce type ?
C'est André Comte. Oh la dinguerie. Bon, au moins il est clair, hein. Au moins il est clair. Bah oui, les travailleurs sont un peu comme des esclaves et les managers comme des contremaîtres. Oui, bah ouais, mais bon, normalement on est en BIC 2025 quoi. On est en BIC 2025. Justement, les travailleurs s'organisent pour avoir des conditions dignes quoi. J'ai l'impression qu'ils parlent comme un industriel anglais de 1850 quoi. À l'époque où il n'y avait pas de droit du travail et que tu pouvais faire travailler des enfants 12 heures par jour sur des machines. Le mec est philosophe quoi. Waouh. Ouais, c'est bon, allez, j'arrête. Adieu. Attendez, je note le timecode. C'est une telle dinguerie là, ça fera un bon TikTok, je pense. Je sais pas si ma tech était très bien, mais je note. Attendez, TikTok, Spondeville, André Comte Sponville, je sais plus. Sponville, esclave, et on est à 4h07, on va dire. Voilà. Ah, t'as noté déjà, je sais pas si t'étais là, Grouby. Grouby qui a été mentionné chez Twitch Gauchiste, figurez-vous. Twitch Gauchiste, il avait un moment où je disais, mais ça fera un bon TikTok, ça. Il s'est dit, je vais montrer au monde entier que c'est un boutiquier. Alors que je paye littéralement quelqu'un pour effectivement pouvoir diffuser des extraits de mon live sur TikTok, YouTube et Instagram pour essayer de toucher un maximum de personnes. Je l'assume totalement. Tout le monde fait ça. Ça s'appelle être créateur de contenu sur Internet, quoi. Pareil, j'ai une chaîne pour mettre les replays de Twitch pour que c'est un maximum de vues derrière. Le mec, il était en mode gotcha avec ça, mais il est complètement con. Je gagne même pas d'argent avec les TikTok. Il gagne même pas d'argent. Bref, voilà. En tout cas, Grouby, mentionné chez Twitch Gauchiste, c'est un peu marrant. Sponville, un ancien marxiste devenu philosophe médiatique selon Ces montages sont médiocres, je peux lui donner des cours. Oh, papa, Grouby le punchliner. Allez, clippez. Allez, pour toi, c'est la Twitch Gauchiste. Non, mais c'est ça le pire, c'est qu'il a mis l'extrait pour m'afficher. Grouby a monté un extrait du même passage pour me mettre en valeur. Donc ça n'a aucun sens. Pourquoi il a fait ça? Je ne comprends pas. Il a mis un extrait pour m'afficher devant tout le monde sur Internet, alors que j'ai moi-même mis le même extrait, mieux monté grâce à Groubignol, sur Instagram, TikTok et YouTube. Il est complètement con, non? Oui, la réponse est oui. Bon allez, bref, on reprend. Sponville, un ancien marxiste devenu philosophe... Écoutez, le manager de Grouby? Non, on est partenaire. On est partenaire en business. Voilà. On travaille d'auto-entrepreneur à auto-entrepreneur. Mais ouais, la question se pose. Est-ce que je suis le supérieur hiérarchique de Grouby? Économiquement, pas forcément sur le papier, parce qu'on est tous les deux auto-entrepreneurs et il n'est pas salarié ou quoi que ce soit. Mais il y a une forme d'asymétrie, de hiérarchie dans notre relation. Oui, c'est lui qui bosse pour moi, c'est pas l'inverse, quoi. Effectivement. Collaborateur, là, c'est un collaborateur. Mais non, ça va. Moi, je pense être un bon contremaître. Non, Grouby, ça va? Je suis un bon contremaître ou pas? Je pense que ça va. médiatique selon Wikipédia. J'essaie de faire les choses du mieux que je peux, en tout cas. Voilà. Il gagne un max de fric pour des conférences du genre qui sont habituellement rémunérées entre 5 000 et 10 000 euros. Petite pensée pour l'infirmière. Comment est-ce qu'on fait pour donner un sens au travail, étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, les coups de fouet, non, mais attends, les coups de fouet. Vous voulez voir ce que je lui dis en vérité à Groubignol? Là, on est en train de discuter de comment faire pour... Attends. Ah non, c'est trop long, j'ai pas retrouvé. J'étais en mode, j'aimerais bien pouvoir trouver une manière de te payer à salaire fixe. Comme ça, si tu pars en vacances et que tu fais moins de TikTok un mois, c'est pas grave, je te verse quand même la même quantité. Et comme ça, voilà quoi. En mode un peu congé payé. On est d'auto-entrepreneur à auto-entrepreneur. Et j'essaie quand même de commencer à faire un truc qui irait un peu du côté du salaire fixe et pas du salaire au TikTok parce que c'est plus sain économiquement. Donc ça va, en termes de coups de fouet, je me démerde pas trop mal, je pense. En tout cas, c'est des problématiques que j'essaye de prendre en compte pour pas être juste là en mode genre je vais essayer d'être le plus rentable par rapport à Groubignol. Vous voyez, surtout qu'en plus, quand on travaille avec des gens qui de base regardent déjà son contenu, on peut très bien jouer un peu sur le parasocial pour être en mode genre mais tu bosses pour moi, tu devrais être content, non? Justement, j'essaie de ne pas du tout être là-dedans et j'essaie d'être attentif par rapport à ça. Mais bref. Foutons-nous plutôt de la gueule d'André Comte-Sponville. Voilà. Du genre qui sont habituellement rémunérés entre 5 000 et 10 000 euros. Petite pensée pour l'infirmière. Comment est-ce qu'on fait? Après, je sais pas, tu peux essayer de me cancel si tu trouves que j'ai de la merde, Grouby, tu peux essayer de remonter le chat contre moi aussi. Hein. T'as le droit. Donner un sens. Voilà, faire une grève, devenir leader syndical sur le chat. Moi, genre, non, il ment! Il vous en fume! Au travail. Étant entendu que personne, ni les salariés qui cherchent le bonheur, ni l'entreprise qui cherche le profit, étant entendu que personne ne cherche le travail pour le travail.
Eh bien ça, c'est exactement le problème du management. Eh bien en fait, il dit la même chose que nous. On n'a pas les mêmes intérêts si on est employeur ou travailleur. C'est vrai. Ouais, mais lui, il a choisi son camp. Bref, lève-toi, bouge-toi le cul, va bosser. Et oui, parce que tes chips, elles vont pas se faire toutes seules en fait. Bon, mais sur la question de l'utilité dans la société, ils en disent quoi les patrons? Les vrais, pas les traîtres marxistes qui sont vendus à la bourgeoisie. On a longtemps cherché, on a eu du mal à trouver parce qu'en fait, c'est une question qui intéresse pas les patrons visiblement. Regardez, on a quand même trouvé la réponse d'un patron, un vrai, il a même été un chef du MEDEF, Michel Joncker. Est-ce que Michel Joncker, je connais pas. C'est le prédécesseur de Pierre Gattaz et compagnie? Patrick Martin? Geoffroy Roux de Béziers? Donner du sens au travail, c'est pas donner à chacun un sentiment qui est très personnel d'utilité. C'est je suis utile, alors je suis utile pour le climat, je suis utile pour la biodiversité, je suis utile mais pour ma famille. Parce que le fait, si je me sens utile, ça donne pas du sens à mon travail. Tu peux lui laisser arrête de le couper la parole, monsieur le patron. Tu peux le laisser finir sa question. Mais même dans l'entreprise, je suis utile dans l'entreprise. Je suis utile dans l'entreprise, mais c'est pas la question qui t'a été posée en fait. Pourquoi il répond pas à la question qui... Bref, je suis un excellent produit. Je vis dans ma boîte et ma boîte vit en moi. C'est ce que j'appelle ma symbiose corporate. Ah, message à caractère informatif, bien sûr. Un grand classique, un grand classique. Ça t'intéresse? Non, il s'en branle, il va répondre autre chose. Et pourquoi il est utile? Pour sa en vrai, on voit plus sérieusement. Déjà, ne serait-ce que de se sentir utile dans sa boîte, rien que ça, entre se sentir inutile, même pas à l'échelle de la société, juste à l'échelle de l'entreprise dans laquelle on est, il y a des gens qui sont en déprime de leur boulot parce qu'ils sont en mode, mais même dans la boîte, je ne sers à rien. Et en fait, avoir le sentiment d'être utile, ne serait-ce qu'au sein de sa boîte, c'est beaucoup mieux que d'avoir le sentiment d'être inutile au sein de sa boîte. Rien que ça, déjà. Et ça peut jouer la diff dans le rapport qu'on a au travail. Soyons honnêtes, quoi. De la même manière qu'avoir un manager qui te crie dessus toute la journée, qui te dit jamais un compliment, qui te dit jamais c'est bien. Et bah, ça peut changer la donne. Genre, même si ton métier il est chiant, il est pénible, et oui, t'es exploité, et oui, ton manager, c'est pas ton ami. Je dis pas. Déjà d'avoir un manager à peu près correct, qui juste essaye de te valoriser, d'être sympa avec toi, et pas de t'embrouiller, tu vois, et qui te laisse une part de liberté, etc., etc. Et un sentiment d'être utile, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'entreprise dans laquelle on est. Déjà, ça peut changer la donne entre la dépression et le bore-out, et juste tenir quelques années de plus dans sa boîte, quoi. Alors après, je dis ça, c'est vraiment pas radical ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, il y a des gens, leur réalité dans leur travail, c'est ils viennent, ils ont l'impression de ne servir à rien, mais même au sein de leur entreprise, de ne servir à rien. Et en plus, ils n'ont aucune reconnaissance whatsoever de leur hiérarchie. C'est violent à vivre, quoi. Ça peut être violent. Voilà. En tout cas, il y a des travailleurs, c'est leur ressenti, et c'est ça qui les fait souffrir au travail aussi, quoi. Donc, je veux dire, voilà. Mais quand on dézoome un peu, bah, l'utilité dans la société, c'est encore plus important, c'est évidemment encore plus déterminant. Ça, c'est clair. Et donc, sachant qu'il est là, eh bien, il est content parce qu'il est indispensable. Oh, s'il est content, alors. Pour les patrons, l'utilité, c'est pas leur problème. Pour eux, les travailleurs servent à générer du profit, mais pour les autres alors, ceux qui sont hors de l'emploi, comment ça se passe? Bah, les personnes sans emploi, elles peuvent travailler hors du salariat, elles peuvent être utiles autrement. On pense par exemple au travail domestique, à l'éducation des enfants, au travail associatif, ou tout simplement à l'entretien du lien social. En tout cas, vous pouvez être inutile pour le capital. C'est même une forme de résistance. Et vous savez quoi? Des résistances, il y en a plein, un peu partout. Un exemple qui a été médiatisé en 2022, c'est celui des diplômés de l'école d'ingénieurs AgroParisTech qui ont fait un discours pour expliquer... Ça, en vrai, je pense qu'on n'a pas assez réfléchi à ça. Enfin, il y a des gens qui réfléchissent à tout ça et qui sont en mode genre, il y a toute une partie de la petite bourgeoisie diplômée qui, normalement, il y a 30 ans, ils auraient juste bossé dans des boîtes en s'en battant les couilles, qui là sont un peu prêts à se faire radicaliser par l'angle de l'écologie. Et ça, j'en avais parlé avec un mec qui a fait Polytechnique, figurez-vous, qui suivait un peu d'ailleurs des streamers de gauche, il aimait bien Klemovic, il regardait aussi un peu la Dany Heraz à l'époque. On avait discuté, et le mec c'est un polytechnicien littéralement, et il disait à Polytechnique et dans les grandes écoles, les seules personnes qui se radicalisent un peu, les seules personnes qui se gauchisent un peu, qui se politisent réellement, c'est 100% du temps par l'angle de l'écologie, en mode genre mais le monde va tout droit à sa perte et c'est un peu à cause de nous. Et ce truc-là, dans tous les ingénieurs, la petite bourgeoisie diplômée, etc., il y a un vrai mouvement là-dedans, il y a un vrai truc. Et moi, j'aimerais, ça serait bien s'il y avait des créateurs de contenu, des militants, des influenceurs qui essayaient de parler particulièrement à cette frange-là pour faire un travail politique là-dedans. J'en avais parlé avec une modératrice d'un des plus gros subreddits français. Elle disait, mais Reddit, c'est vraiment ça. Reddit, c'est ça. Les gauchistes qu'il y a sur Reddit, c'est tous des petits bourgeois qui ont un bon salaire, des ingénieurs typiquement. Et il y en a qui sont en train de se radicaliser par l'angle de l'écologie, quoi. Si je stream, je compte en parler. Ouais, c'était mon sujet de mémoire de sociaux, sérieux, Païla la Mama? En mode la petite bourgeoisie éduquée type AgroParisTech qui au final se radicalise par l'angle de l'écologie? Ok. Voilà.
Ouais, subitement, ça parle de classe et ça devient Marine Tondelier. Ça parle pas de classe et ça devient Marine Tondelier. Non, mais ça dépend, mais justement, ces gens-là, et c'est pas, ce dont je parle, c'est pas en mode l'écologie des petits pas, gna gna gna. Non, souvent, c'est un peu des fans de Jean Covici, par contre, vous voyez, typiquement. Mais ils sont en mode il faut taxer les riches massivement et faire de la planification économique pour sauver la planète. Mais du coup, de fait, ça peut les ranger dans un espace politique qui est pas si éloigné de la France insoumise. Vous voyez ? Après, généralement, ils sont pas spécialement fans de Mélenchon dans l'esthétique, etc. Mais de dire que tous ces gens-là, au final, ça devient des tondeliéristes bas de gamme parce qu'il n'y a pas de vision de classe, pour moi, c'est une vision qui est caricaturale. C'est pas vrai. Voilà. Le marxisme, c'est ingénieur compatible à partir du moment où il y a un déclassement aussi de toutes ces classes moyennes supérieures, type ingénieur, typiquement, et il y a un déclassement de gens qui ont le statut, qui ont le rang d'ingénieur dans le monde du travail. Aussi. Et ça, Onibako, on en avait pas mal parlé, hein, c'est un sujet qu'il connaît assez bien, quoi. Voilà. Ils ne voulaient pas participer au métier auquel En tout on cas, les je pense a... qu'il y a un potentiel de radicalisation dans toute cette frange-là de la société française et occidentale plus largement, qu'il faudrait y réfléchir sérieusement, quoi. Voilà. Un pote écolo s'est radicalisé parce qu'il commence à cramer tous les étés. Maintenant, il parle de renverser l'État bourgeois et de faire un plan quinquennal. Voilà, il y a des trucs comme ça existe vraiment. Hein. Ça existe vraiment, voilà. Et moi, je vous dis, je parlais avec un mec Polytechnique, qui est l'école d'ingénieurs la plus prestigieuse en France, hein, littéralement. C'est un polytechnicien avec sa bande d'alumni de Polytechnique, avec qui ils étaient dans des clubs à Polytechnique à l'époque. Ils se retrouvaient tous les ans pour faire un grand week-end avec toute la bande, etc., etc. J'ai parlé avec lui, et le mec était pas en mode genre moi je suis super fan de Marine Tondelier ou quoi que ce soit, genre c'était pas le cas. On a parlé justement de Mélenchon, la France insoumise, etc., etc. Il était en mode genre moi sur leur programme économique, franchement je suis en raccord avec eux, je les trouve bien, mais il y a des trucs qui me déplaisent. Vous voyez, c'était ça. Mais Mélenchon il crie. Il y avait un peu de ça. En tout cas sur le fond des idées, sur le programme économique et écologique défendu par la France insoumise, ils étaient raccords, hein. Ils étaient raccords, des polytechniciens. Là, on est dans la bourgeoisie, même pas forcément la petite bourgeoisie, vous voyez. Donc à creuser. Mais pour moi, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans, quoi. Voilà. Destiné du travail nuisible au service du capitalisme. Je rappelle que Jean Covici a classé Jean-Luc Mélenchon premier de sa liste qu'il avait fait avec le Shift Project pour dire quel est le meilleur candidat pour l'écologie et la planète. Jean Covici, on a beau pas trop l'aimer à la gauche radicale, et ben il a fait son truc de Shift Project, il a mis Mélouche premier devant Europe Écologie Les Verts. Voilà, quoi. Et donc pour tous ces ingénieurs un peu pragmatiques, machin bidule et tout, parfois fans de Jean Covici, il y a un sujet là-dessus. Il y a un sujet, quoi. Détrompons-nous parfois de nos préjugés par rapport à cette petite bourgeoisie-là qui pourrait se radicaliser plus qu'on ne le pense. Voilà. C'est ma take en tout cas. Peut-être que je me trompe. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui... Les Verts sur l'écologie sont beaucoup moins bons que LFI. Hein. C'est précisément ce que j'étais en train de dire, justement. Je suis d'accord. Et c'est aussi pour ça que ces gens-là, parfois, ils le voient, ça. Voilà. Du travail nuisible au service du capitalisme. AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de... Merci DS Lionel pour ton Prime, pour ton 6e mois, merci beaucoup. Se croire héroïque en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites vertes qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Ces étudiants... Basé, hein. Base, hein. En vrai. Est-ce que ces gens-là vont pas se dire c'est bon, j'en ai marre, je vais pas devenir ingénieur, je vais plutôt devenir maraîcher, agriculteur, aller travailler dans les champs pour préparer le monde de demain. Est-ce qu'on n'aurait pas là des bourgeois qui décident d'aller travailler aux champs, un peu comme Mao Zedong voulait? La question est posée. Est-ce que les néo-ruraux fans de Jean Covici issus des écoles d'ingénieurs qui décident de devenir des néo-ruraux et d'aller travailler dans l'agriculture, ce sont pas un peu maoïstes finalement? C'est la question que je me pose. Troublant-Tacite parle trop bien de ça, parce que Troublant-Tacite, elle a fait une école d'ingénieur et elle s'est radicalisée par l'écologie et par l'écologie radicale. Voilà. Moi, ce que je vous disais, c'est plus le rapport au travail. Ça n'a pas été l'écologie ma porte d'entrée dans le militantisme et dans la politique. J'ai quand même fait une école d'ingénieur. Troublante, elle a fait une école d'ingénieur et elle s'est radicalisée via l'écologie, quoi. Voilà. Moi, microferme, maxi profit. Hein. Oh, c'était une blague quand je disais ça. Je pense pas littéralement que là, ceux qu'on vient de voir sont des maoïstes qui s'ignorent. C'est pas vrai. Mais je voulais faire la blague. Elle était marrante la blague, non? Non. Ils refusent de participer à ça. Des fois, ils refusent des postes privilégiés parce qu'ils ont envie de faire quelque chose de bénéfique pour la société. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire, en servant les intérêts de quelques-uns. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Et puis c'est quoi finalement Oui.
pouvez compter sur moi pour ne jamais être du côté du problème et toujours être du côté de la solution. Jean-Luc Mélenchon, 2025, voilà. L'utilité. Par exemple, le travail des artistes. Bon, on n'en a pas vraiment besoin pour survivre, et puis ça rapporte rarement dans les poches des actionnaires. Après, on veut pas d'une société où on va juste survivre, il faut vivre aussi. Donc oui, on a besoin des métiers artistiques. Par contre, il s'agirait de le répartir entre tous, parce que c'est pas normal qu'il y en ait qui aient des métiers passion pendant que les autres y souffrent. Au-delà des formes de résistance, qui sont parfois... On parle de moi là, zut. Ah non, j'ai un métier passion. Les autres souffrent plus que moi. Vous voulez partager le stream? Que devenir streamer avec moi un jour sur 2? On partage. Bonibaku, on le fait tous les deux. Tu t'occupes de la chaîne un jour sur 2, et moi je m'occupe des cours de maths un jour sur 2. Des choix individuels, on pourrait carrément repenser collectivement l'organisation de la société, et surtout de notre rapport au travail. Et Elias fait le jour férié, parfait. Des économistes comme Baptiste. Ah oui, les revenus partagés, mais revenus partagés entre Onibaku et moi. Spoiler, un prof contractuel gagne plus que moi, donc je suis avantagé là-dedans. Milondo ou encore Bernard Friot. Regardez là, Milondo explique qu'il est prof, qu'il adore ça, mais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un métier plaisant. Et tout le monde devrait accéder à un panier équivalent de rémunération sociale, symbolique et économique. Moi, je suis enseignant dans le supérieur, je suis très bien payé. Enfin, là où je travaille, il y a du personnel de ménage qui me semble pas faire un boulot qui est particulièrement plaisant, avec des horaires qui sont éclatés, etc. Je me dis, pourquoi est-ce qu'on devrait être payé de la même manière ? Ça me semblerait juste, alors d'une part qu'on partage les tâches, encore une fois, supprimer, partager, etc. Et en dernière instance, que ces tâches pénibles soient mieux rémunérées. Baptiste Milondo, ce qu'il propose, c'est une rémunération à la pénibilité, plutôt qu'une rémunération liée à la qualification. C'est bien, parce que ça, c'est le genre de truc, c'est tout simple. C'est une mesure toute simple. C'est une mesure toute simple et qui changerait tout dans notre société, quoi. Donc c'est une espèce de revendication très, très simple, assez élémentaire finalement, de dire, bah, au lieu de payer par rapport au fric que tu rapportes à ta boîte, on te paye en fonction de la pénibilité de ton travail. Ça serait un tel changement de paradigme que juste en partant de cette petite revendication qui ne paye pas de mine, qu'on peut résumer en une phrase, en vérité, tu peux aller au fondement de l'exploitation capitaliste à travers ça. Et oui, c'est impossible à mettre en place là en claquant des doigts, évidemment. Mais je veux dire, ça ouvre une conversation qui va au fond des choses, alors que c'est une mesure qui est très simple à comprendre, quoi. Voilà. Aujourd'hui, le travail manuel est peu valorisé alors qu'il éreinte les corps. Après, attention à pas tomber dans le cliché, hein. Les métiers manuels, c'est pas forcément des métiers subis. Il y a certains de ces métiers qui sont choisis et qui peuvent être très valorisants. C'est quand même hyper stylé de savoir construire une maison ou réparer une voiture. Par contre, les tâches... D'ailleurs, les gens qui travaillent dans le bâtiment et qui construisent littéralement des maisons, ils ont une fierté par rapport à leur travail, ce qui n'empêche pas qu'ils ont souvent des conditions de travail infectes et que c'est des métiers très difficiles où tu peux te briser la santé, etc. Mais les mecs qui travaillent dans le BTP et tout, ils sont en mode genre, ils ont une fierté à savoir construire, quoi. C'est un vrai métier dans ce sens-là, mais ce qui n'empêche pas que c'est un métier qui est peu valorisé et qui est éreintant sa mère. Comme le nettoyage ou le traitement des déchets, c'est considéré comme du sale boulot. Et effectivement, ça peut être pénible et dangereux. Alors ce serait bien que tout le monde le fasse. Qui acceptera encore de faire les tâches pénibles à notre place ? C'est ça en fait la vraie question. Parce que si on se pose la question, ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, il y a des gens qui sont chargés de réaliser ces tâches pénibles. Attendez. Une alerte info spéciale dans la Sauce TV, Flash Info, 14h10. Nous sommes actuellement le 21 novembre 2025 et notre envoyé spécial en Suisse, Pépita Calais, nous prévient que les ouvriers du BTP en Suisse sont partis en grève. La révolution prolétaire internationaliste mondiale partira-t-elle de la Suisse ? Des infos à suivre dans l'après-midi, bien sûr. Vous êtes sur Radio dans la Sauce. On reprend le React. En Suisse, depuis ton canapé à Bordeaux, oui, tout à fait. Bon, c'est pas grave, ils sont pas censés le savoir. Et ils préféraient sans doute faire tout à fait autre chose. Attends, c'est quoi du coup cette histoire ? Les patrons veulent rétablir la semaine à 50 heures dans le BTP ? Bosser 50 heures dans le BTP, c'est pas bon pour le corps. Hein. Aïe. Ils veulent rétablir les coups de fouet aussi, comme disait André Comte-Sponville tout à l'heure ? Pour construire des pyramides, peut-être, ce genre de choses ? Ouais, grève générale, hein, let's go. Enfin, grève des ouvriers du BTP. Hein. Là, c'est le genre de moment où la grève sert précisément à ça. Hein. Bosser 35 heures dans le BTP, c'est déjà pas bon pour le corps. Bah, évidemment. Eh bien. Réaliser ces tâches pénibles, mais ils n'ont pas le choix. Oui, il y en a qui sont pour le service militaire, mais personne ne se pose la question du service de nettoyage. Non, mais ça passera jamais. Les gens qui font les métiers les plus pénibles, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les catégories, ce sont les immigrés, ce sont les pauvres, il devrait y avoir aussi un système de rotation de ces métiers qui sont les plus pénibles. Bon, répartir les tâches, d'accord. Mais si on veut repenser l'organisation du travail, il s'agirait aussi de se répartir la pénibilité, la dangerosité, le temps de travail. Les plus aisés achètent le temps des autres et achètent tout simplement le fait que les gens prennent des risques à leur place.
Il y a là toute une géographie sociale très problématique qui invite à revoir drastiquement la hiérarchie des métiers et leur rémunération. Et le temps de travail, contrairement à tout ce qu'on nous dit, à tout ce qu'on peut entendre, eh bien il faut absolument le réduire. Comme le disait André Gorz dans Le Monde Diplo en juin 90, c'est un cas... Ça travaille fort côté Maudit et Lumi. Ça a été chercher un article de 1990 dans Le Monde Diplo. Franchement, c'est pas en mode genre, oui, sur Twitter, ils ont parlé de ça, tiens, je vais parler de ça. Ah là, ça rigole pas, hein. Ça rigole pas. 1990. Et bravo. Absolument le réduire. Comme le disait André Gorz dans Le Monde Diplo en juin 90... Ah ouais, là, on est sur un niveau de professionnalisme, en vrai, chapeau, hein. Je suis épaté. Cette incapacité de nos sociétés à fonder une civilisation du temps libéré entraîne une distribution absurde et scandaleuse. Krone qui dit, bah oui, ça travaille fort, c'est littéralement le meilleur format de Blast, leur émission. Bah moi, mon préféré, c'était Argent Magique. Hein. Sur la saison dernière, des nouveaux programmes faits par des youtubeurs, entre guillemets, là. Argent Magique, moi, c'était vraiment celle que j'ai préféré regarder et React parce que j'aime bien l'économie, quoi. Mais là, ça là, vraiment bien l'émission, hein. Vraiment super. Injuste du travail. De toute façon, maintenant, il n'y a plus Argent Magique. Argent Magique, c'est passé juste chez Stupide Economics et Eureka. C'est plus produit par Blast. Donc peut-être que maintenant, sur cette saison-là, en tout cas dans les nouvelles émissions qui sont arrivées, ouais, moi je dirais que c'est ma préférée aussi. Voilà. Et les marioles. Temps disponible et des richesses. Bref, une des solutions, c'est qu'il faudrait supprimer toutes les tâches qui ne sont utiles qu'au capital. Et ça, c'est Bernard Friot qui en parle bien, en disant que si on passe au salaire à vie, on ne travaillera plus de manière productive pour la croissance. Ah, par contre, voilà, c'est quoi ces conclusions avec le Bernard Friot qui parle du salaire à vie? Ça, c'est un grand classique. C'est un grand classique de créateur de contenu de gauche sur Internet. J'ai envie de dire, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Donc oui, conclure une vidéo sur le travail en parlant du salaire à vie de Bernard Friot. Classique, efficace. Let's go. Des choses qui font sens pour nous. C'est la logique du capital qui fonde la logique de croissance. À partir du moment où nous mettons en cause cette logique, bien, nous n'avons pas besoin de croissance. Là, en ce moment, je suis en train de travailler. On ne peut pas dire que l'impact écologique de ce travail soit considérable. Nous pouvons déplacer le travail et nous faisons en permanence. Oh, si quelqu'un a le Friot ASMR, chill beat, hip-hop, beat... Chill, Lofi, Hip Hop, Beat, Relaxation avec Bernard Friot. Si quelqu'un peut m'envoyer la vidéo, incroyable. Si le lien social devient du travail, ma foi, nous n'avons pas besoin d'impact écologique sur la planète. Définir ce qui est utile ou non comme travail, c'est en fait très politique. Donc Merci. On se le garde pour la fin. On se le garde pour la conclusion. Bernard Friot ASMR, incroyable. Que l'utilité sociale soit reconnue, il faut sortir d'une logique capitaliste. Voilà, devenez anticapitaliste. Voilà, on espère que Bon, est-ce que parfois on a vraiment besoin d'une conclusion plus élaborée que ça, quoi? Ça finit en mode devenez anticapitaliste, oui. Oui, parce qu'il y a vraiment besoin de dire autre chose. cette émission vous a Alors en plu. fait, derrière anticapitalisme, on met tout et n'importe quoi. Sujet de débat. Peut-on être anticapitaliste sans être communiste? Ou socialiste avec un grand S, on va dire. Moi, c'est le genre de débat que j'avais avec mon pote de lutte ouvrière, typiquement. Voilà. Oui, moi, je pense que oui. Oui. Oui, je pense aussi. Mais quoi alors? Anarchiste, ouais. Non, mais oui, il y a les anarchistes. Non, attends, c'est pour ça. Je répète. Excusez-moi. Peut-on être anticapitaliste sans être socialiste au sens large? Ce qui inclut les communistes et les anarchistes, au sens de la première internationale. Question. Et si oui, du coup, de quelle forme? Il y a les hippies communistes primitivistes. Bah ouais, mais... Oui, ça peut être en voulant revenir à un ordre précédent. D'un anticapitalisme de droite, réactionnaire, mercantiliste, royaliste, de je sais pas quoi. Le féodalisme, voilà, ouais, on peut imaginer ça. Les royalistes de l'Action française sont techniquement anticapitalistes, ils sont pour le retour au féodalisme. Ouais, bon bref. Mais je sais que moi, typiquement, quand j'avais mes débats avec mon pote de lutte ouvrière, c'était il y a longtemps, hein, je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. Hein. J'étais en mode, mais pourquoi le NPA et LO, ils font pas des listes communes aux élections? Vous êtes un peu couillons, les Trotskars, non? Je posais tout le temps cette question, ils étaient en mode genre, alors, quelle est la différence entre lutte ouvrière? Justement, c'est que eux, ils sont anticapitalistes et derrière, ils mettent un peu tout et n'importe quoi, c'est pas très carré. Nous, on est communistes révolutionnaires. Notre anticapitaliste, c'est du communisme, c'est carré, on a une vraie ligne. Bon, en vrai, c'est que c'est un peu plus class first que le NPA, voilà la vraie réponse. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. En tout cas, c'est des débats qui sont un peu intéressants, quoi. Devenir anticapitaliste, c'est vrai qu'on pourrait dire, c'est un peu trop flou.
On peut mettre un peu ce qu'on veut derrière le terme anticapitaliste. Mais je suis d'accord avec toi, Nibaku, je dirais gna 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 quand même. Voilà. Moi, justement, je trouve qu'essayer d'élargir un peu le spectre en parlant d'anticapitaliste pour intégrer des types de luttes un peu plus modernes et puis intégrer les questions d'antiracisme, de genre, etc., je trouve ça plus pertinent comme ligne politique que de se dire non, d'être un peu classe first à la lutte ouvrière. Voilà, lutte ouvrière qu'on salue par ailleurs. Moi, c'est des camarades malgré tout, évidemment. NPA et Hello ont déjà fait des listes communes, oui, c'est vrai. Ça a permis d'avoir 2 eurodéputés à l'époque, Arlette Laguillier et Alain Krivine. Ah, la bonne époque. Elle vous a donné peut-être un petit peu d'espoir pour une transformation du monde du travail. En attendant, nous on se retrouve le mois prochain. Et puis n'hésitez pas à faire un don à Blast. Je me présente, je m'appelle Sonia et je suis happiness manager pour la compagnie. Ok, salut. Vous avez vu comme elle est déjà agaçante? Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais en fait, je suis chargée d'apporter du bonheur dans l'open space. Ouais, ils auraient mieux fait de prendre un labrador. C'est une mission que je réalise sur mon... Premier degré, les animaux de compagnie dans le monde du travail, c'est un truc dont on ne parle jamais. Moi, je sais que c'est un truc dont je parlais pas mal de fois avec Germaine, quand il y avait sa grand-mère qui était en EHPAD, etc. Elle était en mode, mais pourquoi ils mettent pas des petits chats dans les EHPAD? Ça améliorerait tellement la vie des personnes âgées. Pour ceux qui ont eu des chats avec eux toute leur vie, qui ont toujours vécu avec un petit chat mignon, juste tu mets des chats dans les EHPAD, ça serait beaucoup mieux. Pourquoi? On n'a même pas le droit à ça, quoi. Vous voyez? Donc c'est vrai, on peut imaginer aussi des trucs, en labrador. Hein. Ils le font. Pas rentable. Ils le font peut-être dans certains établissements, mais il y en a d'autres, oui, voilà, c'est pas rentable. Du coup, il faut embaucher une personne supplémentaire qui gère un petit peu les chats et peut-être les questions d'allergie et d'hygiène aussi, quoi. Mais au moins la possibilité pour certains de mise en place. Je pense qu'on pourrait le faire d'une certaine. Je dis pas en mode tous les EHPAD de France deviennent des bars à chats. Hein. C'est pas ça que je dis, mais au moins pouvoir laisser la possibilité pour des personnes âgées en EHPAD de pouvoir avoir un petit chat, quoi. Une salle avec un petit chat, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Free time only. C'est-à-dire, elle est pas payée cette pigeuse? En fait, le boss, il a trop placé sa faith in me, surtout depuis que j'ai voyagé autour du monde. Je suis quelqu'un de tourné vers les autres depuis que j'étais seule avec mon sac à dos. Bref, si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à venir me voir. Je suis là pour toi et l'entreprise est là pour toi. N'y va surtout pas. Elle, c'est les yeux et les oreilles du patronat déguisés en super Karen. À part ça, j'ai d'autres missions. J'optimise et je drive les équipes. Non, mais on s'en fout de ça. Est-ce que t'es rattaché aux ressources humaines? C'est tout ce que je veux savoir. Hein. T'es rattaché aux ressources humaines en tant que Chief Happiness Officer? Si tu fais partie des ressources humaines, tu n'es pas mon ami. Tu es du côté du patronat. Et je te vous voirai toute ma vie. Tu fais quoi concrètement? Bah oui, évidemment. J'évalue leur travail, quoi. J'ai des tableaux. Mais évidemment, tu sais ce qu'ils font? Tu pourrais faire toi-même le travail? Il n'y a pas besoin de savoir faire soi-même le travail pour l'évaluer. Tu viens d'où, toi? Moi, j'ai fait ESSEC. Merveilleux. Je suis tellement content de plus être dans cette méta-là. Enfin, j'ai jamais été dans la méta grande école, machin bidule, quoi. Mais quand je bossais dans des entreprises, bah forcément, t'es dans ce monde du travail-là, etc., etc. Et là, maintenant, je suis très éloigné de tout ça. Et franchement, ma vie est mieux maintenant pour cette raison-là. Hein. Je vous le dis très clairement. Mes yeux sont secs. Tout à fait. Oui, non, c'est même pas une caricature. Hein. C'est très, très bien fait. On se croirait... Il y a beaucoup de gens qui font ça sur Instagram, là. Des espèces de comédiens qui aiment bien se moquer justement des Chief Happiness Officers et compagnie. C'est du contenu qui marche bien sur Insta. Et sur TikTok, j'ai remarqué. Et donc, c'est plutôt un bon signe, je dirais. Voilà. Bon, allez. On finit avec un peu de Bernard Friot ASMR. Et là encore, hop. Attention, détendez-vous. On va regarder un truc extrêmement détendant. Le dieu marché n'est pas apaisé. Il veut plus. Détendez-vous, c'est parti. Et là encore, nous sommes en permanence dans la tentative d'apaiser un dieu. Les marchés. On ne les qualifie même pas, les marchés avec un grand M, les marchés. Les marchés sont inquiets, ils sont inquiets. Et malgré les sacrifices que le G20 a décidé, il ne se calme, ne s'apaise pas. Nous avons beau essayer d'être sages pour leur envoyer des signaux positif pour qu'ils nous prêtent un taux faible, nous n'arrivons pas à les apaiser. Nous multiplions les sacrifices, ça ne les apaise pas. Alors on va encore en inventer un autre, peut-être qu'on va l'apaiser, peut-être qu'il sera moins inquiet. Peut-être qu'il ne s'affolera plus devant notre désobéissance. Ouais, c'est un premier degré apaisé. Hein. Premier degré, ça m'a détendu. Trop bien, un grand classique cette vidéo. Un grand classique.